démarrer en vous posant quelques questions et après je vais vous donner quelques explications parce qu'il y a probablement des choses sur cette diapo que vous ne comprenez pas. Dans la salle, d'abord, est-ce qu'il y a des psychologues dans la salle? Très bien, je peux dire n'importe quoi, alors c'est parfait. Deuxième chose, j'imagine que... Alors, qui est enseignant, enseignante? D'accord. Parmi les autres, il y a des étudiants, donc voilà. Il y a des gens qui ont des statuts plus administratifs ou... D'accord. Ok, il y a des gens qui aiment enseigner dans la salle? C'est bien, d'accord. Parce que si aucune main s'était levée, là je me serais dit, on a un petit souci. Ok, alors je connais quelques personnes parmi vous. Je précise pour les autres que je ne connais pas. Moi j'ai une fâcheuse habitude, c'est que généralement je vous demande s'il y a des questions. Et à la deuxième fois, s'il n'y a pas de questions, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui commence à vous en poser. Et ça, je le fais avec mes étudiants aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que je peux vous regarder comme ça pendant 30 minutes, m'écouter, et j'ai aucune preuve que vous ayez compris quoi que ce soit. Et en fait, la seule preuve que je peux obtenir que vous avez compris quelque chose, c'est si je vous fais parler. Alors vous allez dire, oui, mais ça, on peut faire ça en TD quand on a 20 étudiants. Alors, vendredi matin, pour ceux et celles qui sont intéressés, à Montpellier, dans le cadre des activités que je vais faire à l'Université de Montpellier, je fais 2 heures sur l'enseignement interactif en amphi. Comment faire pour enseigner de façon interactive dans les grands amphis avec les grands groupes. À ce stade, il y a environ 120 personnes inscrites. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus pour vous montrer que c'est possible avec des grands nombres. Donc, ceux et celles qui ont envie de venir à Montpellier, c'est ouvert. Je pense que Pascal a les informations. D'accord. Alors, petites explications pour que vous compreniez. Donc, vous comprenez l'accent est un mélange de français québécois, français suisse, un peu anglicisé. Si jamais je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me faites signe et puis vous dites ça, on n'a pas trop pigé, je traduirai en français ou mes collègues m'aideront. Alors, vice-recteur qualité académique, c'est un peu bizarre. Hein. Haute école spécialisée aussi, je vous explique ce que c'est, ça n'existe pas en France. C'est en fait ce qu'on appelle ailleurs des universités appliquées. Une haute école spécialisée en France, c'est ce qu'on appelle en allemand une Fachhochschule. C'est en fait un regroupement d'écoles professionnelles de niveau universitaire. Alors c'est un peu comme si vous preniez dans la région ici une vingtaine d'écoles de management, d'ingénieurs, de santé, d'architectes, d'art, et vous les regroupiez ensemble et on appelait ça université appliquée. D'accord ? Et vice-recteur, c'est pas recteur au sens français, c'est en fait vice-président. Et qualité académique, ça c'est tout simple, je l'expliquais à Pascal et Anne hier soir, c'est qu'en fait il y a 3 vice-recteurs dans l'équipe du rectorat à mon université, un qui est en charge des programmes d'études, un qui est en charge de la recherche et un qui est en charge du reste. Sauf que vice-recteur en charge du reste, ça fait pas très cool sur ma carte de visite, donc ils ont plutôt décidé d'appeler ça vice-recteur en charge de la qualité académique, ce qui veut dire que c'est moi qui m'occupe de sujets super passionnants comme l'assurance qualité, l'accréditation, les statistiques institutionnelles, le développement professionnel des enseignants. Et on a environ 2000 enseignants permanents et à peu près 3000 vacataires. Et on a ajouté à ça un truc super intéressant qui s'appelle les ressources humaines. Donc tout ce qui est diversité, égalité, carrière académique, problèmes, négociations avec les syndicats, ça entre dans ma charge dans mon université. Alors, comme je dis toujours aux gens, j'aime bien 90% de mon travail et 10% j'aime moins et je vous laisserai deviner de quelle partie il s'agit. Sans plus tarder, on va parler ensemble de motivation, d'apprentissage, d'étudiants. Et en fait, on va voir qu'il y a un ensemble de choses que l'on sait, que l'on croit savoir sur les étudiants, qui influencent notre façon d'enseigner. Et peut-être que si on fouillait un petit peu plus dans la littérature un peu plus scientifique ou empirique, on verrait que certaines des choses que l'on croit au sujet des étudiants ne sont pas tout à fait justes et qu'il y a des outils quand même empiriques qui sont là pour nous aider à réfléchir au sujet des étudiants. Alors Anne me disait, moi je suis psychologue de formation, psychologue spécialisé en pédagogie, donc en enseignement et en apprentissage, et j'ai eu la chance de me spécialiser justement sur l'enseignement supérieur, donc l'apprentissage à l'université et l'enseignement à l'université. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous présenter 4 grands concepts qui existent dans notre littérature à nous en psychologie de l'apprentissage, qui peuvent vous être utiles à vous en tant qu'enseignant pour comprendre vos étudiants et surtout voir comment agir avec eux. Et puis on va le faire de façon interactive, donc dès que vous avez une question,
vous levez la main, vous me faites signe et puis on pourra y aller. Si je vois que le temps file et que j'ai besoin d'avancer, je vous dirai on la garde en réserve et on revient un peu plus tard. Est-ce que pour le moment ça fonctionne? Alors, autre petite précision, j'aime bien dire aussi quand je commence mes cours avec mes étudiants, j'aime bien leur préciser à ceux et celles qui ont l'ordinateur ouvert pour prendre des notes, c'est généralement vers vous que je me tourne pour les premières questions. Alors là, les ordinateurs se ferment généralement dans ce temps. Et les autres me disent non, je prends des notes. Et là, je leur dis que assez souvent, je vais observer des cours parce que les profs me demandent d'y aller et que je vois bien derrière ce qu'il y a sur l'écran de l'étudiant. Généralement, c'est une ligne de notes, oups, Facebook, oups, une ligne de notes, oups, le mail, oups, une ligne de notes, et ainsi de suite. Alors là, les enseignants me disent oui, mais nous, quand même, on ne fait pas de Facebook. Hein. Non, généralement, vous faites du Facebook de grand. Ça s'appelle le mail. D'accord? Alors, sans plus tarder, voici des commentaires que j'entends parfois de la part d'enseignants. Une petite précision même par rapport à ce que Anne a mentionné dans la présentation. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur aussi à la base. Hein. J'ai commencé à enseigner et à faire de la recherche au niveau universitaire en 95. Ça me rajeunit, je sais. Et je travaille donc à la fois en recherche, à la fois en enseignement. Depuis donc ces quelques mois, je suis passé du côté sombre de la force en tant que vice-président d'une université, mais je continue à faire ça. Et un des éléments de mon travail a longtemps été de rencontrer les enseignants individuellement qui se retrouvaient en situation difficile et de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes pédagogiques. Et donc si vous mettez ça sur l'espace de 20 ans, je vais vous raconter des anecdotes de choses que j'ai entendues, que j'ai vues, qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. Et je vais commencer justement avec quelques commentaires que j'entends souvent au sujet des étudiants. Je ne vais pas vous les lire, je vais vous laisser les lire vous-même et vous allez sûrement reconnaître des choses que vous pensez ou que vous dites même. Ça, il y a plusieurs personnes qui ont dû voir ça ou qui ont dû entendre ça ou penser ça. Ça, c'est absolument pas vrai, bien entendu. Vous reconnaissez des commentaires ou des idées, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend juste après ça? Généralement, c'est ça. Alors là, le collègue vice-président numérique va être heureux avec le premier élément. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler des MOOC? Alors il y a une vidéo un peu cynique à l'égard des MOOC qui circule en anglais sur internet où le prof disait les MOOC ça sert simplement justement à stimuler les étudiants. Alors il y a une vidéo comme ça, le prof explique un concept et là tout à coup il monte sur comment on appelle un monocycle avec un violon et là il fait le tour de son bureau 3 fois comme ça en jouant du violon sur son monocycle et il revient et il dit bon maintenant on va continuer. Alors il n'avait pas compris que c'est pas juste stimuler les gens pour les éveiller, mais c'est aider à apprendre. Ça on vous a peut-être demandé, hein, mais on ne peut pas avoir le PowerPoint plutôt que de venir en cours, ce serait sympa. Alors, dans ce que je viens de vous présenter, il y a peut-être des choses vraies, et il y a peut-être des choses fausses. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que, à mon sens, à titre de psychologue empirique, on va confondre des choses. On va confondre l'apprentissage réalisé par l'étudiant avec une caractéristique intellectuelle. On dit, ah mais parce qu'ils ne savent pas apprendre ça, c'est parce que leur cerveau fonctionne différemment. D'accord? On va aussi confondre des choses qui sont innées avec des choses qui sont acquises. À titre d'exemple, les gens disent « Ah oui, mais eux, ils sont capables de faire du multitasking, ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. » À quel moment est-ce que vous avez dit à vos ados d'arrêter de prendre leur mail à table quand vous mangez avec eux? Est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Et en fait, il y a des trucs comme ça, c'est qu'on va prendre l'habitude de faire certaines choses, et parce qu'ils ont développé cette attitude-là et que c'est généralisé, les gens ont tendance à dire « Ah mais eux, ils sont comme ça. » C'est simplement un comportement, et un comportement, ça peut se modifier. Justement, une habitude qui est développée versus une capacité, donc quelque chose qui est empiriquement testé ou prouvé. On va confondre aussi des préférences individuelles avec des caractéristiques d'une population. L'étudiant qui va vous dire
Oh, faut pas nous faire lire de la classe, on n'aime pas ça. Ah, mais les étudiants d'aujourd'hui ne lisent plus. Regardez la généralisation, d'accord? Tout ça sera à votre disposition après si vous voulez, hein, donc vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de notes. Intérêt et aptitude, on confond, peut-être parce que mon cours sur la vie sexuelle des fourmis pygmées d'Asie orientale n'est pas très intéressant pour les étudiants, mais il est super captivant pour moi, que les étudiants, en fait, ils n'ont plus l'aptitude de faire des études aujourd'hui. Donc, quel est le problème? Et finalement, on va parfois confondre, et c'est ce que un peu notre collègue disait tout à l'heure par rapport au numérique, il y a des outils, il y a des façons de faire. Le danger, c'est de croire que l'outil va tout régler. Croire que les MOOC vont nous sauver, de croire que tout ce qu'on met en ligne va régler les problèmes, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même toute une réflexion derrière ça, et je vous dirais que pour la résumer, à mon sens, alors, il est possible que les étudiants d'aujourd'hui aient des comportements ou agissent différemment des étudiants d'autrefois, en l'occurrence vous, parce que c'est souvent ce que l'on fait, on compare les étudiants à notre comportement à nous, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve que leur cerveau fonctionne différemment. Et regardez bien, juste pour vous illustrer le tout, il y en a qui ont une petite idée de combien d'années on a pris pour passer de ce stade-là au stade de Homo informaticus, ici. Plusieurs milliers d'années, vous me direz. Et là, tout à coup, comme ça, dans les 10 dernières années de l'existence humaine, le cerveau serait emballé, et là, il serait modifié. On a aujourd'hui une nouvelle espèce dans nos salles de classe. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que, attention aux réductions qui vont nous faire croire que les étudiants ont des modes de fonctionnement qui nous forcent ensuite, nous, à fonctionner différemment. On va plutôt prendre la chose différemment. On va se dire, on comprend ces gens-là mieux, on a des outils pour mieux les comprendre, et dans le fond, il y a des choses qu'on peut leur demander, qu'on peut leur faire faire, mais on va devoir s'y prendre différemment. Je discutais tout à l'heure avec votre collègue qui est doyen de la fac de sciences, et là je vais vous poser une question, et ceux et celles qui connaissaient déjà la réponse, parce que vous êtes venus à mes cours, il ne faut pas répondre. Quel est le pourcentage d'étudiants de première année de licence qui deviennent enseignants-chercheurs, selon vous? 0,25, qui dit mieux? Oh, vous êtes généreux, généreuse. Je dirais qu'en Suisse, on est à 3%. Alors, on est généralement à moins d'1%. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que l'être humain a une fâcheuse habitude qui est de tout comparer à soi. C'est-à-dire, en psycho, c'est la première chose qu'on apprend en psychologie, c'est d'éviter d'utiliser sa propre expérience comme étalon pour ensuite l'appliquer à d'autres. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils disent, mais moi, quand j'étais étudiant, on allait à la bibliothèque, on lisait des choses à la maison, on écoutait en cours. Alors parfois on nous dit qu'on faisait aussi la fête quand on était étudiant, mais ça c'est un autre problème. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait on essaie de caser les étudiants d'aujourd'hui dans un échantillon qui est extrêmement, extrêmement petit et qui n'est pas représentatif du tout des étudiants que l'on a en face de nous. Alors déjà, premier problème, c'est d'arriver à voir les étudiants pas comme des clones de nous, ou pas des gens qui devraient être des clones de nous, mais plutôt comme ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y en a qui savent combien de fois on a multiplié le nombre d'étudiants de 1980 par rapport à aujourd'hui dans l'enseignement supérieur français? 4 ou 5. Selon les chiffres officiels, on est quasiment même à 6. On a multiplié par 6 le nombre d'étudiants. Depuis 1980, la population française n'a pas été multipliée par 6. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui ne sont pas similaires à ce que l'on avait dans les facs en 1980. Donc le profil estudiantin a énormément changé en termes de motivation, en termes de capacité d'apprendre, mais ce n'est pas leur cerveau lui-même qui a évolué. Question, remarque, commentaire, objection. C'est le moment, c'est le même prix. Moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu votre première liste de choses qu'on entend, mais pas la deuxième. D'accord, parce que c'est généralement les présidents de l'université qui pensent la deuxième, c'est pour ça. Oui? J'ai deux questions. Alors, première, d'accord, les étudiants n'ont pas changé, mais la société a changé. Oui. La façon d'apprendre et d'apprendre. Je peux corriger une petite chose dans ce que vous dites. Je n'ai pas dit que les étudiants n'ont pas changé. Je dis que leur cerveau n'a pas changé. Mais les étudiants eux-mêmes, en tant que corps estudiantin, ils ont beaucoup évolué. Tout à fait. D'accord? Et quelque chose qui me manquait un peu sur la liste, c'était. Moi, je vois surtout les étudiants, ceux qui changent, ils sont devenus de plus en plus consommateurs. Et l'intérêt, c'est de
faire évoluer vers des producteurs ou des créateurs de connaissances. D'accord. De compétences. Je peux vous poser des questions par rapport à ce que vous dites là ou ça vous embête? Non. Quand vous dites consommateur, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'ils ne sont pas envie au stade de créer quelque chose. D'accord. À tous les niveaux. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui trouvent que les étudiants sont consommateurs? Vous me faites juste un signe du doigt. D'accord. Et pour vous, ça veut dire quoi? Que ce sont les produits de la société de consommation. Entre autres. D'accord. Et ça voudrait dire quoi aussi? Est-ce qu'il y en a qui ont des visions différentes? Oui. Et donc, poussons un petit peu l'argument, les étudiants, ils sont à l'université pourquoi, selon vous? Pour eux. Pour recevoir une éducation, mais Pour recevoir l'éducation, mais à quelle fin? de réussir dans la vie en tout. Quel est le message que la société envoie à ces gens-là au sujet de l'enseignement supérieur? Y a-t-il un avenir sans passer par le supérieur? Le message que beaucoup ont, c'est si vous n'allez pas au supérieur, cherchez même pas à avoir du boulot après. D'accord? Même les gens qui ont un bac plus 5 sont au chômage. Donc on leur fait croire parfois que certains viennent à l'université sur les enquêtes, sur l'idée que c'est un passage obligé. Alors évidemment, si pour moi c'est un passage obligé, mon niveau de motivation, il n'est pas très fort. Vous n'êtes pas d'accord? Partiellement. D'accord. Si vous allez dans d'autres corps de métier comme les artisans, on veut dire justement, l'apprentissage fonctionne. Tout à fait. On peut très bien réussir sans, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous. La meilleure preuve, c'est qu'en Suisse, il y a plus d'étudiants qui passent par l'apprentissage que par l'université. Mais en France, on a fait le choix de dire plus de 50% d'une classe d'âge au supérieur. Et donc, on pousse les gens, on encourage les gens à aller au supérieur. Et le corollaire de ça, c'est quoi? C'est qu'on a des gens qui ne comprennent peut-être pas pourquoi ils iraient au supérieur. Et qui seraient peut-être mieux justement dans une carrière d'artisan et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on est en train de parler d'un problème de société qui a un gros impact sur l'étudiant en termes de motivation et sur la personne qui se retrouve devant. Parce que si vous avez des gens qui sont là en disant « mais j'ai pas envie d'être là », vous vous ramez devant à essayer de les encourager, ces gens-là. Donc c'est vrai que là, on a un problème de société où on induit des visions, des représentations qui ensuite vont polluer énormément notre travail d'enseignant. Vous vouliez, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, comme tout à l'heure, vous disiez c'est l'étudiant, mais c'est les étudiants. Chacun est singulier et ils n'ont pas tous le même projet en venant à l'université. Donc Je vais être cynique, ont-ils un projet? Oui. Mais il n'est peut-être pas celui que l'on croit. Voilà. Mais en fait, le souci aussi, c'est est-ce qu'on peut essayer d'aider les étudiants à clarifier leurs projets quand ils viennent à l'université, pour qu'ils soient au clair avec eux-mêmes sur, dans le fond, qu'est-ce que je fais là? C'est la même réalité dans tous les systèmes où on n'a pas de sélection à l'entrée. Et là, je vous rassure, je ne fais pas l'apologie de la sélection à l'entrée, mais la sélection à l'entrée induit chez les étudiants la réflexion sur leur projet. C'est-à-dire, dans le fond, si j'ai envie de faire médecine, pourquoi je veux faire médecine? Si j'ai envie de faire lettres, pourquoi je veux faire lettres? Si on leur dit, vous entrez dans ce que vous voulez, et puis vous verrez bien ce que ça donne, on n'a pas cet incitatif à avoir un projet professionnel, beaucoup moins. Donc c'est vrai c'est des caractéristiques du système d'enseignement supérieur qui vont faire qu'on va ensuite avoir des étudiants avec des caractéristiques particulières devant nous. Donc, question-réaction, oui. Moi, j'ai votre contre-exemple. Vous avez des petits groupes d'étudiants, par exemple, vous voyez qu'ils sont motivés parce qu'ils viennent, ils posent des questions, etc. Ils se plantent à l'examen. Oui. Et comme on les connaît bien, moi, d'habitude, je leur pose la question, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déçu. Donc, si vous n'avez pas réussi à l'examen, c'est que ça ne vous intéresse pas. Ah non, monsieur, ça nous intéresse beaucoup la matière. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas travaillé. Ah. Ça pose un autre problème. Mais là, oui, mais là, il y a un petit souci, c'est-à-dire, j'ai la motivation, mais je n'ai pas travaillé. Oui. Donc, la motivation, c'est quoi? C'est la motivation ça déclarée. l'intéresse, c'est pas la matière qui l'ennuie, quand il est intéressé par la matière, c'est bien, mais bon, ils vont pas faire l'effort parce que je reviens un peu sur ce qu'il disait là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses, beaucoup de distractions, que l'énergie ou les partager. Je peux vous poser une question embêtante? Avant d'arriver à l'université, à quel moment ils ont eu à faire ça en termes d'apprentissage?
À quel moment ils ont appris que pour apprendre, l'étudiant a à faire du travail personnel en dehors de la classe? Parce que là, vous savez, là, je vais vous... Oui, allez-y. Je suis désolé, secondaire, on donne toujours du travail. Oui. D'accord. Ils auraient dû apprendre. D'accord. Et quand on fait des enquêtes auprès des enseignants, des étudiants universitaires, et vous dites « Ah non, mais à l'université, à la fac, c'est pas la même chose, on n'a pas de devoir. » Parce que parfois, on structure plus le truc en disant ben, « c'est plus les étudiants de niveau lycée, niveau collège, donc on va pas leur structurer des travaux à faire et ainsi de suite. » On leur dit « ça serait bien que vous lisiez ça. » Bon, ce serait bien, si c'est pas à l'examen, je vais pas le lire. Et en fait, c'est qu'on a arrêté d'encadrer le travail hors de la classe, où on encadre beaucoup moins, en se disant les gens sont autonomes, maintenant c'est au niveau universitaire, et qu'est-ce qui se passe? Et ça on le vit en Suisse et on le vit partout. Hein. Les gens disent bah, j'ai rien à faire hors des cours. J'enseignais, j'intervenais à l'école de management à Strasbourg jusqu'à récemment, et là on avait un gros problème, c'est que les parents téléphonaient en disant attendez, au prix que je paye, mon étudiant il n'a que 20 heures de cours par semaine. Et on essayait de leur dire, mais attendez, votre enfant, il n'a pas juste 20 heures de cours, il a 20 heures de cours et 20 heures d'apprentissage individuel par semaine. Et les parents disaient, ah ben non, c'est pas à lui à faire ça, c'est à vous de faire le travail d'enseignement. Et là, qu'est-ce qui se passe? On remonte à, c'est quoi apprendre? Est-ce que apprendre, c'est être assis devant quelqu'un qui nous parle longtemps? Ou est-ce que apprendre, c'est moi qui fais le travail à partir de ce que l'on m'aura donné? Et à quel moment est-ce qu'on parle de ça avec les étudiants? Et en fait, on n'en parle pas beaucoup. On croit qu'en le faisant au secondaire, on développe chez eux le réflexe et puis que ça va se propager par la suite. Mais ce qu'on note assez malheureusement, c'est que moins on encadre le travail des étudiants, et ça ne veut pas dire de faire des travaux qui sont ensuite corrigés en classe ou autre, mais de structurer, de donner une idée aux étudiants de ce qui est à faire, pourquoi c'est à faire, comment le faire. Moins on l'encadre, moins les étudiants participent de façon active à leur apprentissage. Oui ? Tout à fait. On leur entend dire, a priori, qu'ils n'ont jamais travaillé avant. Donc globalement, même si on leur explique que fatalement, s'ils ne travaillent pas, bon, ils ne peuvent pas avoir une connaissance et une compétence. Mais parfois, ça ne suffit pas. Combien d'entre vous avez remarqué une grosse différence quand vous êtes passé au supérieur? Avant, je surfais sans trop faire mes devoirs, trop préparer les trucs. Et là, tout à coup, j'arrive à la fac, il faut quand même que je m'y mette. Il y a des choses à lire, il y a du travail à faire. Normalement, les gens remarquent une différence entre les deux. Mais si je ne suis pas très impliqué dans mes études, je ne vais peut-être pas le remarquer. Et c'est là que je passe à côté d'un ensemble de choses. Je vous rassure, je ne m'attends pas à ce que vous soyez tous et toutes d'accord avec moi. Je fais exprès pour vous provoquer un tout petit peu, pour vous montrer que dans le fond, il y a un ensemble de considérations sociales, éthiques, philosophiques, psychologiques derrière ce qui se passe dans nos salles de classe. Et qu'on a parfois un rôle à jouer, et parfois, c'est complètement pas de notre ressort. C'est la faute de la VPCVU, généralement. Non, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses que l'on peut faire et d'autres sur lesquelles on n'aura pas de contrôle. Et ce que je vais faire justement, c'est vous montrer 4 outils qui devraient vous permettre de mieux comprendre les étudiants devant vous, à l'égard de la motivation, à l'égard de leur façon d'apprendre. Et vous allez voir que certains étudiants sont très très mal préparés, et ce n'est pas pour blâmer le secondaire, parce que ce discours qu'on entend, si c'était mieux au secondaire, on n'aurait pas les problèmes. D'abord, on l'entend partout, dans tous les pays, et puis c'est en fait pas du tout là qu'est le problème. Le problème, c'est, une fois qu'ils sont sortis du secondaire, quand ils arrivent à l'université, est-ce qu'on n'a pas encore du travail à faire sur développer leurs compétences d'apprenant à ce moment-là? Ok, alors les 4 concepts dont je voudrais vous parler sont les suivants. Est-ce qu'il y en a, en levant la main, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des styles d'apprentissage? Juste pour voir combien, d'accord, c'est bien. Les épistémologies personnelles. Bon, mais parfait, vous allez apprendre quelque chose ce matin. Les approches de l'apprentissage. D'accord. Les leviers motivationnels. D'accord, c'est bien. Alors comme ça, je n'aurai pas perdu mon temps. Je vais pouvoir vous expliquer des choses et ça devrait vous être utile. Je reviens juste sur un élément. Tous ces trucs-là implique une chose, c'est que l'apprenant, donc la personne en situation d'apprentissage, soit consciente qu'elle est en situation d'apprentissage et qu'elle soit consciente qu'elle a un rôle à jouer dans ce qui va se passer.
Si la personne elle a une vision enseignement-apprentissage un peu chasse d'eau, c'est-à-dire que le prof parle, si j'ai un bon prof, j'apprends bien, si j'ai pas un bon prof, j'apprends mal, c'est évident que ces trucs-là ne fonctionnent pas. C'est pour ça que je vous disais, on a probablement un travail à faire sur clarifier ce que ça veut dire apprendre auprès des étudiants. Et là, je vais faire une petite parenthèse sémantique que certains d'entre vous ont déjà entendu, mais j'en fais mon cheval de bataille. En France, vous avez la fâcheuse habitude d'utiliser le terme « apprendre » à mauvais escient, au sens psychologique et au sens étymologique. Je ne peux pas dire « ah oui, mon étudiant, je lui apprends telle chose ». Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne l'apprentissage. Mon étudiant, je peux lui enseigner quelque chose et il ou elle apprend si il ou elle le veut. C'est pas un truc automatique. En anglais, on ne dira pas « I learn to the students », on va dire « I teach the students and they learn ». Donc je leur enseigne et ils apprennent. En français, on utilise « apprendre » de cette façon-là. Et ça vient d'où pour ceux et celles qui sont puristes du terme « apprendre » étymologiquement? Quand on regarde, on peut utiliser apprendre dans ce sens-là, mais c'est au sens de informer d'eux. D'accord? Alors, les étudiants, vous ne faites pas que les informer d'eux. Vous espérez qu'en leur parlant de certaines choses, vous allez développer chez eux des compétences, les aider à développer des compétences. Donc moi, je vous encouragerais à réfléchir à cette dimension-là, parce que le revers de ça, c'est quoi? C'est que l'étudiant, il se dit, bah, on ne me l'a pas appris. Puis on ne m'a pas dit qu'il fallait que je fasse du travail, parce qu'on ne me l'a pas appris. Et en fait, c'est ça l'idée, peut-être que derrière notre modèle, on a une vision erronée du rôle de chacun dans l'équation. Parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord. J'aime bien quand les gens réagissent. Vous n'osez pas parce que c'est filmé. Mais ça va, on ne va pas vous voir. Ok, alors juste gardez en tête cet élément-là et vous allez voir que plus on avance, plus on va se dire que dans le fond, l'apprenant, la personne qui est en situation d'apprentissage, c'est elle qui fait au moins 50% du travail. Et si elle ne fait pas 50% du travail, moi, je ne peux pas garantir que les gens réussissent. Donc, pour revenir à votre exemple de tout à l'heure, de dire oui, on est super motivé, mais on n'a pas travaillé, visiblement, ces gens-là n'ont pas compris que ça ne dépendait pas seulement de moi. Moi, je peux faire ma partie qui est de rendre les choses intéressantes, d'organiser des activités, mais après, si vous ne prenez pas le relais à titre d'apprenant, on ne va pas du tout arriver au résultat. Je vais pas vous le dessiner parce que là, je ne vois pas trop le crayon, mais c'était sur quel bouton, Anne, pour relever juste pour relever ce truc. Merci. Anne, qui est ma charmante assistante pour aujourd'hui. D'accord, merci. Un petit peu encore? Ok. Alors, il y en a qui ont déjà vu ce schéma-là, et je ne vous dis pas que c'est une recette infaillible, je vous dis simplement ce que je fais dans mes cours pour expliquer aux étudiants qu'ils ont du boulot à faire. D'accord? Et ça fonctionne assez bien généralement parce que c'est très clair. Alors, vous trouvez votre formule à vous faites quelque chose de différent, mais l'important c'est de communiquer vos attentes. Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est quand je commence mon cours, je dis aux étudiants, ça c'est la matière qu'on va couvrir dans le cours. D'accord? C'est un peu carré la matière, mais c'est pas grave. Et puis maintenant, je leur dis, ça c'est moi et ça c'est vous. Je leur dis, voilà à quoi je m'engage. Moi, je vais être présent dans tous les cours. C'est quand même pratique que l'enseignant soit là. Je vais vous poser des questions. Je vais répondre à vos questions quand vous en aurez. Je vais vous demander de faire des travaux hors de la classe. Et quand vous me rendrez ces travaux, je vous donnerai un retour sur vos travaux. Ça, je m'engage à ça. De votre côté, ce à quoi je m'attends de votre part, et ça c'est la partie qu'on oublie de leur rappeler parfois, et on dit « ouais mais c'est évident » ou « je leur ai dit », mais en fait on ne leur a pas vraiment dit. Je m'attends à ce que vous soyez là chaque cours. Pourquoi, monsieur? Parce que si vous n'êtes pas là, vous n'allez pas entendre toutes les explications que je vais donner, donc il va manquer des choses. Je m'attends à ce que vous me posiez des questions quand vous ne comprenez pas. Je m'attends à ce que vous répondiez aux questions que je pose pour savoir si vous avez compris. Je m'attends à ce que vous fassiez le travail quand je vous en donne, et je m'attends à ce que, lorsque je vous donne un retour sur votre travail, si vous ne comprenez pas, que vous me le disiez. Moi, ce que je fais, je peux vous garantir l'apprentissage d'à peu près la moitié de la matière couverte à l'examen et la moitié de la matière couverte en classe. Ça, c'est vous. D'accord? Et là, l'examen, il va porter sur tout ça. Alors, si vous ne faites pas ça, vous allez à peine avoir la note de passage. C'est rude. Mais au moins c'est clair. Et là les étudiants disent « ouais mais bon c'est pas juste,
Pourquoi c'est pas juste, ouais, ben dans les autres cours, des fois on bosse pas pour avoir des bonnes notes. Je veux dire, d'accord, et ça vous trouvez ça juste? Ils disent, bah oui. Bon, vous voyez encore une fois, représentation. Question, remarque, commentaire sur ça? J'ai l'impression que les Français diraient ça. Pourquoi? Mes étudiants, je pense pas qu'ils diraient, ah oui, bah alors, parce que j'ai l'impression que les jeunes Français, ça très bien qu'il y a du travail à faire, et que voilà, mais j'estime qu'il y a plutôt un problème d'estime de soi. D'accord. Et de système avec les bourses, etc. D'accord. Les choses. Mais dans certains cas, c'est le simple fait d'en parler déjà remet les choses un peu l'église au centre du village. Donc peut-être que, ou si vous diriez la mairie, peut-être c'est plus laïque. Peut-être d'en parler déjà conscientise ceux qui n'avaient pas croché sur le truc. Donc peut-être que de pouvoir en parler. Entre autres, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais je ne vous oublie pas. Hein. Ce que certaines personnes font aussi, c'est après un rendu à un examen, une épreuve, un devoir, les gens disent « Ok, je ne veux pas savoir quelle note vous avez, mais ceux et celles qui sont satisfaits de la note que vous avez obtenue, comment est-ce que vous avez travaillé pour obtenir cette note-là » Et là, ils en parlent un peu. Ceux et celles qui ne sont pas satisfaits de la note obtenue, comment est-ce que vous avez travaillé? Et là, ils en parlent. Et là, on peut parler de méthode de travail. Et on voit très rapidement qu'il y a des gens qui n'ont pas des méthodes de travail qui fonctionnent bien. Alors c'est peut-être lié à l'estime de soi, comme vous dites, ou une espèce d'a priori sur le rôle de chacun. Mais là, c'est un élément qu'on n'aurait peut-être pas abordé autrement. Oui, vous aviez une question, une intervention. Oui, j'entendais le discours. On peut bien leur dire que s'ils ne font pas leur part de travail, ils auront juste la note moyenne de passage. Malheureusement, beaucoup se contentent de ça, je pense. Oui. Dans les premières années. Mais si c'est leur objectif et si ça fait partie de leur pseudo-projet professionnel ou de leur projet professionnel qui est passer à la fac, obtenir un note de passage pour pouvoir dire j'ai fait la fac, c'est pas un problème. Peut-être que c'est ce qu'ils visent, c'est tout. Alors là, si moi ça me décourage de voir quelqu'un qui a une note de passage, peut-être que c'est parce que je fais une projection et que je me dis ben moi quand j'étais étudiant, je ne me serais pas contenté d'un note de passage, mais peut-être que c'est ce dont il faut se contenter. Vous savez, dans un des trucs que je gère à l'université où je suis, c'est le développement professionnel. Et quand on regarde un peu la littérature sur le développement professionnel, on s'imagine tous que les gens veulent se développer. Ben, il y a des gens, non. Il y a des gens qui aiment bien faire pendant 35 ans la même chose, et surtout que ça ne change pas. Et nous, on se dit, mais c'est pas possible, là j'ai du personnel qui ne veut pas se développer. Parce que nous, on est peut-être comme ça. Mais c'est une grosse difficulté sur les années, c'est-à-dire qu'on est obligé d'apprendre à se contenter de ça. Oui. Alors là, c'est Pascal et Anne qui savent que je suis quelqu'un relativement bouddhiste à la base. Je pourrais vous dire que c'est l'apprentissage du lâcher-prise. C'est à un moment donné faire la part des choses entre ce que l'on voudrait et ce que l'on arrive à faire. Et se dire, est-ce que ça, c'est pas une portion, une donnée incontrôlable de ma part? Moi, je ne contrôle pas la motivation des étudiants. Je peux agir de façon à ce que peut-être qu'il y aura un impact, mais je ne contrôle pas tout. Une des premières j'ai vu qu'il y a 2 mains levées, hein, je vous oublie pas. Une des premières formations que j'ai données à l'université de Montpellier il y a quelques années, je me souviens qu'il y avait une enseignante qui voulait absolument que tout le monde réussisse. Et là, elle me disait, mais alors je leur donne des travaux, je les corrige un par un, je fais ci, je fais ça, et il y en a quand même qui passent entre et qui n'ont pas des bonnes notes. Et je lui disais, mais et alors? Elle me dit, oui, mais c'est pas bien. Mais je dis, comment c'est pas bien? Mais il faudrait que tout le monde réussisse. Je dis, là, c'est vrai que ça va être un peu difficile pour 40 ans d'essayer de faire en sorte que tout le monde réussisse. Et je dis, vous êtes vraiment candidate au burn-out dans quelques années. Et c'est de rappeler aux gens qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on est obligé de laisser passer. Et attention, je ne vous dis pas d'éliminer des gens, là, d'accord? Mais c'est de dire, bah, est-ce que là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire? Si moi, j'ai fait tout ça, et que l'étudiant se retrouve avec une note de passage, est-ce que je peux en faire davantage? Probablement pas. Donc, je dois me contenter de ça. Alors, je crois qu'il y avait monsieur là-bas et monsieur de ce côté-ci. Mais je vous entends pas, oui. Oui. Mais là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est juste? Parce que là, on est en train de dire, c'est à vous de faire 75% du boulot, puis moi, dans le fond, je suis payé à 100%, mais j'en fais 25%.
Voilà, moi je suis généralement payé pour embêter les gens, donc c'est pour ça que je dis. Oui. Oui. Mais je comprends la réflexion tout à fait, mais regardez, moi je vais vous faire remonter à quelque chose d'autre. Quelle est votre motivation en termes d'apprentissage? C'était quoi encore? On ne peut pas faire boire un cheval? On peut donner un cheval à l'eau, on ne peut pas le bêcher. Voilà, on peut forcer les gens à être en classe, mais s'ils ne veulent pas apprendre, à un moment, je peux mettre en place tous les mécanismes. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont trouver des façons de contourner le mécanisme. Plagiat, ainsi de suite. Alors à un moment, est-ce que ça vaut la peine que moi je m'enquiquine avec tout ça, à essayer de les forcer à apprendre, ou bien je me dis, voilà, moi j'ai fait ma part du chemin, je ne vais pas plus loin, et puis après c'est vous qui assumez la suite. On en reparle après? Il y avait juste monsieur ici, j'en viens là. Oui. Vous avez une question? Non, ça va? Alors c'est à vous. Juste par rapport à ce que vous venez juste de dire. D'accord. Ce qui fait quand il y en a 80% qui sont justement dans la situation de moi j'ai pas soif, je bois pas. Alors là on va travailler en Suisse dans ce temps-là. Non mais c'est... Oui, mais là on remonte au problème que j'évoquais tout à l'heure. Quel est le choix de société pour l'enseignement supérieur? On a fait le choix que le plus grand nombre possible entre à l'université. Donc on a multiplié par 6 les chiffres de 1980. Ce qui veut dire que plus on multiplie, plus on a de gens qui n'auront pas envie de boire dans nos salles de classe. Parce qu'on ne va pas à chaque fois chercher « Ah tiens, celui-là, il était passé entre les mailles du filet, c'est une brillante star, il va devenir un chercheur incroyable, et parce que c'est gratuit, maintenant il vient à la fac. » Cette personne-là, ça aurait été payant, on lui aurait trouvé des façons de venir à la fac aussi. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que là, le système nous envoie des gens qui sont souvent mal préparés, pas nécessairement motivés, et qui ne savent pas toujours qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Et là, on vous dit, quand réussite en licence, franchement, minimum 50% de réussite, hein, parce que sinon, vous êtes des mauvais enseignants. Vous savez quel a été le résultat du programme réussite en licence, hein? Aggravation du taux de réussite en licence, pour diverses raisons. Mais c'est que le problème, il n'est pas fondamentalement là. Il est systémique à la volonté de faire entrer tout le monde à l'université. Oui. Le nombre n'explique pas tout, parce que, imaginons un cours de journée, vous démarrez avec les inscrits, vous en avez 80, et vous finissez avec des amphis qui font 40, 30, 40, et donc les 30 et 40 qui viennent, ça priori, donc on a, entre guillemets, évacué ceux qui sont venus par accident, etc. Donc la question se pose par rapport à ceux qui viennent. Par exemple, là, ce que vous proposez, moi personnellement, je le fais, je leur dis même, je leur donne le numéro de téléphone, email, je leur dis même que l'État me paye en partie pour me mettre à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez sur les 42 étudiants qui vont tomber, 3. Donc même dans les 40 qui viennent, qui sont là, il y a un problème. Donc, on peut se concentrer, on peut oublier le nombre, le fait que, évidemment, on envoie tout le monde à la fac. Il y a quand même un noyau qui continue à travailler tout ça. Mais c'est pas ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous embêter avec une autre question. À quel moment est-ce qu'on leur a montré qu'aller poser des questions à l'enseignant, c'était pas menaçant? Et moi, je leur dis d'entrer. Voilà. Mais c'était comme ça dans tout leur parcours jusqu'à maintenant? Ah non. Ça a été comme ça dans tout leur parcours académique jusqu'à maintenant? Voilà, en fait, ce à quoi je veux arriver, c'est que on les a un petit peu socialisés à un modèle où tu sais pas, t'apprends si le prof est bon, t'apprends pas si le prof est pas bon. Surtout, tu l'enquiquines pas avec tes questions, parce que là, tu auras l'air du faillot ou de la personne qui répond en classe alors qu'il ne faut pas répondre. Et là, tout à coup, on leur dit maintenant, vous êtes responsable, vous devez poser des questions, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et la transition est peut-être un peu rude. J'ai dit peut-être, hein, pour pas faire de généralisation. Là, et peut-être que là, on a un travail à faire aussi, de commencer, et c'est ce dont je parle vendredi dans l'interactivité en amphi, si vous voulez que les gens vous posent des questions, si vous voulez voir s'ils ont compris. Première minute de la première heure du premier cours du semestre, vous commencez comme ça, pour changer cette espèce de microculture et établir une microculture dans votre classe qui va être, ici on pose des questions, ici on répond aux questions du prof, c'est comme ça qu'on apprend, et voilà, et puis j'ai un peu de boulot à faire parce que le prof, la semaine suivante, il va me poser des questions, et c'est des questions qu'on peut retrouver à l'examen, et j'ai tout intérêt à les travailler. C'est du boulot pour vous, et vous ramez les premières séances. Mais après, vous allez voir que dans votre groupe, il y en aura qui auront changé leur façon d'apprendre. Par rapport à ce que vous dites, moi, bon, je ne vais pas accaparer la parole,
je leur dis quasiment à tous au début qu'un professeur, c'est un étudiant avec plus d'expérience. Donc, pour casser, si vous voulez, cette... D'accord. Mais bon, ça ne suffit pas. Ouais. Parce qu'ils ont toujours peur, je ne le comprends pas, ils ont toujours peur d'aller voir le prof. Alors moi, avec l'expérience, ça fait quand même 20 ans que j'enseigne à la fac, je commence à me dire que c'est plus par... C'est pas par peur, ils n'ont plus peur. Non, il y a un autre facteur. Alors, désolé dans la salle, ceux et celles qui sont fumeurs, comment se fait-il que les fumeurs, quand on leur explique l'impact du tabagisme sur leur santé, ils n'arrêtent pas de fumer instantanément? Parce que les gens ils comprennent, mais ils ne l'intègrent pas. Vos étudiants, c'est la même chose. Ils comprennent qu'il faut faire des choses, mais on ne les a peut-être pas placés dans une situation où par eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage expérientiel, où j'ai une espèce de moment d'épiphanie comme ça, où je dis « Ah mais oui, mais c'est ça que je dois faire !» Et en fait, c'est là qu'on a un rôle un petit peu différent. C'est qu'à un moment, il faut arrêter d'expliquer, il faut les placer en situation où par eux-mêmes, ils arrivent à dire « Ah ouais, mais c'est vrai que si je bosse pas, je vais me ramasser, je comprends rien, et ainsi de suite. » Et ça, c'est pas facile, parce que là, il faut avoir un bagage de stratégie pédagogique différente. Ceux et celles qui ont suivi les formations avec moi, vous vous souvenez de la différence? C'était de l'apprentissage de quel type? Ce sera à l'examen, hein? Il y avait de l'apprentissage cognitif, ça c'était l'apprentissage de type intellectuel, celui pour lequel on explique. Il y avait l'apprentissage... Oh ben dites donc, c'est embêtant quand les étudiants ils ont oublié ce qu'on leur enseigne, hein? Il y avait l'apprentissage psychomoteur, hein, c'était de l'apprentissage physique, et un apprentissage d'ordre affectif, où là on entre dans les valeurs et ainsi de suite. Et c'est souvent d'aider les étudiants à faire évoluer leurs valeurs à l'égard de l'enseignement et l'apprentissage, à l'égard de mon rôle et ainsi de suite. Bon alors ceux qui ont déjà fait mes cours, je vais vous voir après. Hein. Bon. Ok, on va revenir à nos moutons. Ah mais il n'y avait pas une autre main levée, j'ai vu que c'était... J'ai juste 30 secondes parce que là j'entends rien. Voilà. Peut-être souvent ici, parfois, il y a simplement le fait que le temps n'est pas venu faire un certain parcours qui va permettre d'intégrer cette valeur du travail nécessaire d'apprentissage. Il y a des étapes, tout simplement. Et je pense qu'il ne faut pas forcément toujours se culpabiliser, mais sinon, oui. Alors vous avez entendu parler de Bac-3, Bac+3. Alors tout sera réglé. Non mais vous voyez la logique de Bac-3, Bac+3, c'est justement de la logique, hein, parce qu'après ce qui est prescrit par le ministère n'est pas toujours... on s'est enregistré, je ne dirai rien d'autre. Mais la logique, c'est justement de faciliter la transition, de mieux accompagner, de mieux faire en sorte que les gens comprennent ce qui est attendu d'eux, et ainsi de suite. Après, on a d'autres problèmes structurels. Vous savez peut-être que plus de 60% des étudiants ont des activités professionnelles, familiales ou personnelles qui leur demandent plus de 50% ou 30% de leur semaine. Les maquettes flexibilisées, elles arrivent quand? On n'a toujours pas de maquette à temps partiel. On le fait du cas par cas. On dit ouais, c'est vrai, faites pas ci, faites pas ça. Dans d'autres pays, l'étudiant il peut s'inscrire temps complet, temps partiel. Il le fait en 3 ans, ou il le fait en 5 ans ou en 6 ans. Alors, par contre, dans ces pays-là, les enseignants ils travaillent l'été aussi. Ou le samedi matin. En Belgique, ils donnent des cours le samedi matin. Au Canada, tous les cours que je donnais niveau master étaient le soir. Alors, on élargit la plage horaire pour permettre aux gens de faire des trucs à temps partiel. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si l'étudiant il a à peine 20 heures par semaine pour faire son cursus et que son cursus représente 20 heures présentielles, à quel moment la personne va faire le travail que vous souhaitez qu'elle fasse à l'extérieur de la classe? Donc c'est là que j'ai probablement besoin de flexibiliser les parcours, travailler sur une meilleure sensibilisation des gens au travail qu'ils doivent faire dans le cadre de leur parcours. Donc on a un petit peu de travail à faire par rapport à ça. J'enchaîne avec ce que je voulais vous présenter, c'est tout relié à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pas de souci. Alors, les styles d'apprentissage. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces trucs-là, comme ah oui, mais elle, c'est une auditive, là. Ça ne donne rien de lui montrer des photos, elle ne va pas se souvenir, ou encore, non mais elle, il faut que tu lui expliques avec un dessin, sinon elle ne va pas comprendre. Les gens qui sont auditifs, ils ne sont pas sourds, hein. Non, ils ne sont pas aveugles. Et les gens qui sont visuels ne sont pas sourds. Ces styles-là, c'est en fait des caractéristiques particulières ou des préférences personnelles qui font que
Dans certaines situations, moi je préfère qu'on me le montre. Dans certaines situations, je préfère qu'on me le répète quelques fois. Combien d'entre vous, pour l'apprentissage des langues, ont besoin de voir le mot écrit? Voilà, d'accord. D'autres vont dire « Ah mais moi je me souviens très bien, c'était dans le bas d'une page, c'était un truc, un encadré, il y avait une espèce de schéma, je me souviens plus trop. » Certains ont une mémoire relativement visuelle. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre d'une autre façon, d'accord. Le danger ici, c'est d'avoir une vision beaucoup trop extrémiste par rapport à ces choses-là et de dire « Ah ben alors, tous les visuels, installez-vous de ce côté-là, tous les auditifs de ce côté-là, à vous je vais le dire, pendant ce temps-là, les autres vous regardez les images, d'accord ?» Là, ça serait vraiment un peu exagéré. L'idée ici, c'est plutôt de se dire « J'aurai des gens qui auront besoin d'une image, j'aurai des gens qui auront besoin que je le répète, et donc comment est-ce que j'organise mon enseignement de façon à ce que cette hétérogénéité-là, j'en tienne compte dans mon enseignement ?» La dépendance au chant ou non, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Oui? Ah, bonjour, il y a une place à l'arrière. La dépendance au chant, c'est en fait la capacité, si on le traduit simplement, c'est la capacité de transférer quelque chose. Vous apprenez quelque chose, on vous donne un exemple concret. Pour vous, enseignants, c'est évident qu'avec cet exemple-là, ils vont être capables de trouver d'autres exemples. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette facilité-là d'abstraction, de dire « Ah oui, l'exemple qu'on nous a donné là, ça fonctionne dans telle situation, mais le principe derrière, c'est le suivant, ce qui veut dire que si j'essaie de l'appliquer à telle autre situation, ça donnerait telle chose. » C'est pour ça que généralement, on va vous dire « Aidez les gens à faire le transfert. » D'accord ? Quand vous apprenez la natation, imaginez qu'on vous dise « Alors, installez-vous au bord de la piscine, regardez bien mes bras et mes jambes quand je serai dans l'eau. » Et là, je vais leur montrer. Et après, je leur dis, ça y est, c'est fait, allez-y, nagez. Ça veut dire, non mais quand même, c'est pas possible. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait souvent dans nos cours? Alors, je vous explique que l'intégrale se calcule de telle façon en faisant ci, en ça. En plus, je fais face au tableau, ils m'entendent pas très bien. Et puis après, je dis, maintenant, ça y est, vous avez tout compris, c'est bon, ok. Alors, la semaine prochaine, on va parler de telle autre chose. À quel moment on les a aidés à extraire la règle derrière ce qu'on fait pour la transférer à un autre domaine, ou à un autre exemple, à une autre situation? Donc certaines personnes ont de la difficulté avec ça, d'autres le pigent assez facilement. Et vous aurez deviné que les gens qui font partie du 1% qui deviennent enseignants-chercheurs, généralement, ils n'ont pas trop de difficulté à transférer les choses. Mais les autres, parfois, ça peut être le cas. Réflexif ou non, la notion de réflexivité, c'est est-ce que je suis capable de prendre de l'altitude et dire, ben, dans le fond, ce que j'apprends là, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont reliés à ça que je peux extrapoler, et ainsi de suite. Et certaines personnes sont « Non, non, moi j'apprends, je note et c'est exactement ce que j'apprends. Je ne vais pas réfléchir au-delà de ce qui m'est présenté. » La capacité de centration, c'est cette logique de multitasking dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je suis capable de réfléchir à seulement ce qu'on me présente là, ou est-ce que je suis capable de faire du mail en même temps, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont une prédisposition, qui ont d'ailleurs une difficulté à se concentrer sur quelque chose pendant une période assez longue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut faire deux tâches cognitives complexes en même temps. Combien d'entre vous utilisez le volant en voiture? Pas le volant, le téléphone. Le volant, c'est déjà bien. Le téléphone en conduisant. Allez, n'ayez pas peur, levez la main. Alors, merci. Combien utilisent une main libre? Ah, c'est bien mieux. Il n'y a pas de différence pour le cerveau, d'accord? En fait, le souci, c'est que si vous avez imaginez que vous êtes en train de négocier une augmentation salariale avec votre patron en voiture et que vous êtes dans un embouteillage à Paris, il y a des fortes chances que vous n'obteniez pas ce que vous cherchez comme augmentation et de fortes chances que vous ayez un accrochage. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas faire deux tâches cognitives complexes simultanément, d'accord? Certaines personnes avec ce qu'on appellerait des génies sont capables de faire ces choses-là. Certains compositeurs qui sont capables de visualiser plusieurs lignes d'orchestre en même temps, mais généralement, on est limité dans ce que l'on peut faire. Ça fait appel à ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Alors l'étudiant qui vous dit « Non, non, mais j'écoute, hein, même si je fais du mail », ou votre collègue dans une séance qui fait ses mails et qui dit « Non, non, c'est bon, on écoute ». Le problème, c'est que votre collègue va intervenir probablement et il ou elle ne va pas se rendre compte qu'il est décalé par rapport à la conversation, et puisqu'il ne s'en rend pas compte, ben, il ne va pas se rendre compte qu'il devrait fermer son mail et être concentré sur une chose. Donc le danger, c'est justement que les étudiants croient qu'ils soient capables de le faire. J'ai eu un cas comme ça à Strasbourg où
on était en amphi avec les étudiants, on faisait une activité avec eux sur l'apprentissage. Et là, à un moment, je leur disais, voilà, sur charge cognitive, et je dis, à titre d'exemple, regardez vos 3 collègues sur ma gauche qui sont en train de faire leur mail, n'ont aucune idée que je suis en train de parler d'eux. Et là, silence, les gens commencent à rigoler un peu. Et je dis, voyez, toujours pas, parce qu'ils sont en train de continuer, et ils ne voient pas du tout que je suis en train de parler d'eux, et du fait qu'ils sont en train de prendre des mails pendant le cours. Et là, à un moment, il y en a un qui se lève la tête, il dit, eh, mais vous parlez de nous. Je dis, oui, et depuis à peu près 5 minutes. Et en fait, voilà, c'est pour vous montrer qu'on n'arrive pas à faire ces 2 choses cognitives en même temps. Donc, les étudiants, les placer en situation où ça devient très difficile de faire 2 choses. Entre autres, moi je commence les cours en leur disant, je mets souvent le portable sur la table, et je leur dis, mon portable, là je l'ai éteint, et je vais le rallumer dans 1 heure. J'imagine que vous êtes capable de faire la même chose. Essayons voir. C'est drôle. Mais voilà, et c'est là qu'ils disent, ouais, c'est vrai que peut-être que je peux le mettre de côté pendant 1 heure, et puis voilà. Il y avait quelqu'un qui a essayé, un prof qui a essayé de faire ça, lui, il passait avec un panier, il prenait tous les portables, les étudiants à l'entrée, il s'est fait poursuivre par un parce qu'il s'était fait voler son portable, donc il a arrêté de faire ça. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, donc ça c'est un premier élément à tenir en compte. Quand vous enseignez, si vous voulez favoriser la motivation et l'apprentissage, c'est les gens ils sont pas tous sur le même moule. On a donc ce qu'on appelle une classe hétérogène. Levez la main ceux d'entre vous qui rêvent la nuit d'une classe homogène. Tout le monde au même niveau, tout le monde a tous les prérequis. Ah oui, là. Alors le problème c'est que ça n'existe pas. À partir de l'âge de 5 ans, même si vous donnez la même formation aux gens, ils vont évoluer différemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes parents, parce qu'ils n'habitent pas dans les mêmes quartiers, parce qu'ils n'ont pas les mêmes loisirs, et qu'en fait l'apprentissage, ça découle d'un ensemble de facteurs et de variables. Et là, imaginez quand vous les avez à 20 ans, là c'est encore pire. Imaginez quand vous faites une conférence à des gens, des enseignants, chercheurs, qui ont un petit peu plus que 20 ans, un peu comme ici, là. C'est encore pire, parce que chacun vient avec son propre système de représentation, d'interprétation de ce que les gens disent, et donc à un moment donné, on est obligé de se dire, bon, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, ou est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, qui ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont un exemple à donner? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de prendre la parole pour mieux comprendre, alors que d'autres n'ont pas besoin. D'accord? Et puis là, si je veux, ceux qui n'ont pas besoin ne s'embêtent pas, les gens vont prendre la parole. À titre d'exemple, vous me dites mais moi je ne suis pas d'accord, je trouve que telle chose devrait plutôt être faite comme ci et ça. Qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que moi répondre, je vais dire est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ça? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre à la question qui est posée? Est-ce qu'il y en a qui peuvent compléter ce qui est dit? Et là, on risque d'aller chercher les autres. Et ça fait qu'en fait, on va stimuler les gens, on les empêche de passer au mail ou à Facebook et on fait en sorte que leur cerveau est concentré sur ce que l'on fait nous. Est-ce qu'il y a des réactions, remarques, commentaires, objections? Attention, parce que après c'est moi qui vous pose des questions. Ce qui est important ici, c'est que ces caractéristiques-là sont souvent circonstancielles. Dans certains cas, pour certaines choses, on est plutôt auditif, dans d'autres, on est peut-être un peu plus visuel. Donc, il ne faut pas croire que les gens sont enfermés dans ces catégories-là et qu'on va ensuite fonctionner de façon uniforme. Donc, simplement conscience des profils fluctuants des gens et des capacités ou non dans certaines situations. Oui. Moi, j'ai une question. Et j'aurai peut-être une réponse. J'espère. Concernant la concentration, j'ai entendu les résultats de quelques études comme quoi les cerveaux humains décrochent après 45 minutes. Ou 45 minutes, c'est optimiste. Hein, est-ce qu'on devrait faire des cours de 45 minutes ou d'une heure et demie, 2 heures? Je sais pas. Alors, les méta-analyses que je connais, moi, qui portent sur le sujet, sont plutôt autour de 20 minutes. D'accord? Alors, et puis après, ça c'est fluctuant, c'est une méta-analyse, ça veut dire que c'est la moyenne générale. Ce qui veut dire que votre étudiant de première année de licence, premier cours, on n'est probablement pas près de 20 minutes. Votre doctorant dans un séminaire, alors qu'il est complètement dans sa thèse, et puis le séminaire porte sur sa thèse, va peut-être être capable de faire 3 heures. D'accord? Donc les choses vont fluctuer. C'est pour ça que dans certaines universités, ce que l'on fait, c'est qu'en première année, les cours ne sont pas plus de 45 minutes. Deuxième année de licence, on passe à... Alors généralement c'est 3 heures. On va dire, première année on fait 3 fois 1 heure. Deuxième année on fait 2 fois 1h30. Troisième année on fait 1 fois 3 heures avec une pause. Parce que là on travaille sur développer la capacité de l'étudiant à suivre dans une situation prolongée. La question de la concentration, il faut juste faire gaffe à un élément, c'est qu'il y a beaucoup de variables. Et se dire quelles sont les variables qui vont influencer la concentration des gens.
Dans mon cours sur la vie sexuelle des fourmis pygmées en Asie orientale, les étudiants sont motivés pendant 5 minutes parce qu'ils s'attendent à ce qu'on parle de sexe. Et quand ils voient que c'est pas ça, bah, peut-être qu'ils sont plus motivés, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont être accrochés? Et j'arrive, Karine. Comment est-ce que je peux aller chercher les étudiants de façon à ce qu'ils soient un petit peu toujours là sur le bord du précipice, comme ça en se disant, mais j'aimerais bien savoir la suite. Et donc, je vais continuer à écouter. Et je vais vous donner juste un petit exemple par rapport à ça. On a tendance à croire qu'il faut enseigner en donnant la théorie d'abord et les exemples ensuite. Alors généralement ce qui se passe, c'est que les gens ils tiennent bon 5 minutes de théorie, après ils commencent à s'endormir, vient l'exemple fait plus sens parce que j'ai pas compris toute la théorie, alors que le cerveau fonctionne dans le sens contraire. Ça serait plutôt démarrer avec des exemples pour aller stimuler les gens, hein, des vignettes, des idées, voilà, des questions, et là on arrive avec la théorie qui va donner du sens à cette vignette-là, cet exemple-là. Et là les étudiants généralement sont assez entrés dans le truc. Oui. Assez fort, hein, parce qu'il y a les... D'accord. Les 20 minutes, les analyses 20 minutes, je suis assez d'accord. Enfin, c'est ce que je ressens. Par contre, il suffit au bout de 20 minutes de changer de thématique ou de faire appel à d'autres sens. Changer de thématique ou changer le mode d'enseignement. Parce que regardez, moi je peux vous faire un mini-exposé de 15 à 20 minutes, et au bout de 20 minutes, je vous dis, ok maintenant, combien d'entre vous avez déjà fait telle chose? Ah oui, d'accord, vous levez la main. Ok, pendant 1 minute, tournez-vous vers un collègue et vous comparez vos deux expériences et vous essayez de voir ce qui est commun aux deux. Pendant 1 minute. Alors vous allez dire, oh mais ça fait du bruit dans l'amphi, on va dire que je ne sais pas tenir mon amphi. Là, ça attaque la représentation de ce que c'est. Un bon enseignant doit quand même être devant, parler pendant tout le temps du cours. Et les autres doivent se taire. Voilà, d'accord? Donc on peut changer, on peut allonger de 20 minutes en travaillant sur divers modes de relance de l'attention. Je passe à deuxième concept, celui des épistémologies personnelles. Alors, épistémologie, branche de la philosophie qui étudie le savoir, d'accord? Personnelle, parce que c'est en fait les croyances des individus à l'égard du savoir. Alors, imaginons la situation suivante. Vous devez réparer le lave-vaisselle à la maison. Vous savez que c'est pas très compliqué, le truc qui ne fonctionne pas, vous avez le lave-vaisselle et tout, et vous devez réparer. Vous faites comment? Ah, j'entends sur Internet. Tutoriel sur Internet, il y a sûrement un MOOC sur comment réparer la vaisselle. Quoi d'autre? Oui? Vous irez loin, vous. J'avais un autre commentaire ici? Oui, moi j'appelle un réparateur. Ah, pourquoi? J'ai aucune envie de le faire. D'accord, c'est tout? Pas parce que vous savez... Ah, qui a dit chacun? Chacun son métier. Oui? J'appelle mon époux. Ah oui, mais c'est bien parce qu'il sait tout faire. Oui? Exactement. Donc regardez déjà, dans ce qu'on vient d'évoquer là, il y a diverses croyances à l'égard du savoir. Ah ben moi je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne sais pas faire, il faut que je demande à un spécialiste. D'autres qui vont dire, je peux faire, mais je dois aller chercher un support qui va être sur Internet. D'autres vont dire, moi je peux le faire, par contre je dois m'assurer de prendre des photos pour pouvoir refaire à l'envers. Derrière ça, il y a des visions différentes du savoir et de la valeur du savoir. Et c'est la même chose dans l'apprentissage et c'est la même chose dans l'enseignement aussi. Vous avez des collègues qui vont dire, bah oui, moi je peux très bien parler de mon enseignement avec d'autres collègues pour leur dire comment je fais et ainsi de suite, ça ne pose pas de problème. D'autres vont dire, ah non, moi, écoute, je ne suis pas du tout un expert, je ne vais absolument pas dire aux gens comment j'enseigne. Et en fait, ce que l'on sait donc, c'est que les gens ont ces croyances-là à l'égard du savoir et ça influence énormément leur apprentissage. Et là, je vous ai mis 2 exemples. Alors, il y a énormément de littérature là-dessus, c'est un auteur qui parle justement des visions dualistes versus visions relativistes. La vision dualiste, c'est le monde est super parce qu'il est tout noir-blanc, vrai-faux, d'accord? C'est très carré, le prof il l'a dit donc c'est vrai, le prof l'a pas dit donc c'est pas vrai, c'était dit en classe donc c'est à l'examen, c'était pas dit donc c'est pas à l'examen, et puis on en a d'autres qui sont plutôt relativistes, qui vont dire ouais c'est vrai mais pas tout le temps. Le prof l'a dit, mais je ne suis pas tout à fait d'accord pour telle et telle raison. Alors là, bien évidemment, ce n'est pas la même chose quand on a 20 ans ou quand on a 40 ans. Généralement, les gens évoluent vers une posture plus relativiste.
Et c'est en fait influencé par le domaine disciplinaire et par le stade de développement. Ça, je vais en reparler dans un petit instant. Est-ce qu'il y en a qui viennent des sciences d'ingénieurs ici? Pauvre vous. Alors, on dit parfois que dans les sciences d'ingénieurs, les étudiants évoluent moins rapidement d'une posture dualiste à une posture relativiste parce qu'ils sont beaucoup dans le faire et puis d'appliquer des techniques. C'est pas toujours vrai, et je me dis pas que vous êtes comme ça. Alors qu'en philo, est-ce qu'il y en a qui sont en philo ici? Heureusement. Si en philo, l'objectif c'est justement d'amener les gens dans une vision relativiste assez rapidement. Parce que la personne qui vous dirait ouais, Platon, c'est ça que le prof dit, donc c'est ça que je dois savoir au sujet de Platon, ça ne relève pas beaucoup de l'esprit critique. D'accord ? Donc on a des postures comme ça qui vont être influencées par le domaine disciplinaire, j'arrive dans un petit instant. Et l'autre par le stade de développement. Est-ce qu'il y en a qui enseignent en formation continue? D'accord. Tout le monde. Super. Parce qu'on a tous des étudiants de formation continue. Est-ce qu'il y en a qui voient la différence entre les étudiants de formation continue et les étudiants de formation initiale? Évidemment. Alors, quelle est cette différence que vous voyez? Plus de maturité, plus de recul, plus d'expérience. Oui, ça c'est leur descriptif, mais en termes de comportement en classe. L'envie de réussir qui fait qu'ils posent beaucoup de questions. Ah, ils posent beaucoup de questions. Et leurs questions sont souvent reliées ou commencent souvent par « moi dans mon boulot » ou « moi j'ai déjà fait » ou « moi j'ai déjà vu » parce que, stade de développement plus avancé, les gens ont une expérience professionnelle qu'ils veulent utiliser dans le cadre d'une formation. Alors ces gens-là vont être généralement beaucoup plus enclins à remettre en question ce que vous dites. Alors que l'étudiant qui a 20 ans, qui n'a peut-être pas d'expérience, lui va se dire bah, le prof l'a dit, le prof l'a pas dit, le prof l'a dit, ça doit être vrai. Je vous raconte une petite anecdote et j'arrive à votre question, promis. Un collègue de l'université de Lille a décidé de jouer un tour à ses étudiants une fois comme ça, et, en biologie. Hein. Et il a décidé de leur enseigner la découverte du gène de l'entretien ménager chez l'espèce humaine. Donc on a découvert un gène dans l'ADN qui est en fait relié à la capacité des hommes et des femmes à faire des tâches d'entretien ménager. Et alors il leur explique avec des graphiques et tout, alors bien entendu c'est bidon. Et à un moment il arrête au bout de 15 minutes et dit alors, maintenant vos réactions, vous pensez quoi? Il dit vous êtes d'accord avec ça? Et les étudiants disent bah si vous le dites. Et elle leur dit d'accord, et puis mesdames, vous aussi vous êtes d'accord avec ça? Et là, tenez-vous bien, une étudiante dit bah oui, parce que mon père il est nul avec l'aspirateur. Alors là, il dit bon, on va déconstruire la situation. Il dit déjà, vous venez de faire une généralisation avec un échantillon de 1. Il dit je vous rappelle que la population de la planète dépasse les 8 milliards. Donc c'est pas très représentatif. Et il dit deuxièmement, pourquoi est-ce que vous croyez tout ce que je vous dis? Et elle dit bah, parce que vous êtes le prof. Et elle leur dit alors, leçon de la journée, ne pas croire tout ce que les gens vous disent, même quand ils sont profs, même quand ils sont médecins, même quand ils sont présidents de la République. Pardon. C'est en fait, c'est de montrer aux gens que, attention, à l'université, l'esprit critique, c'est en fait d'être capable de remettre en question, mais attention, pas sur la base de l'opinion, mais sur la base de faits avérés, de théories, d'empirisme. Il y avait une question ici d'abord. En fait, ça rejoint ce que vous dites. Moi, je dis à mes étudiants, votre objectif, votre tâche, c'est de mettre tout en question, de mettre en question tout ce qui est écrit. Ça, c'est votre devoir. Et ça, c'est choquant pour eux. 80%. Et c'est aussi, ça dépend aussi de leur origine. On a des étudiants africains, des étudiants asiatiques. Et pour eux, c'est quasiment impensable de faire ça. Là, il y a beaucoup plus de travail à faire sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre dans ce contexte-là. Ceux et celles qui ont suivi la formation avec moi se souviendront, et s'ils ne s'en souviennent pas, c'est à l'examen, de l'histoire que j'aurais racontée de la première fois que je suis allé enseigner au Japon, où je leur disais, mais si vous avez des questions, hein, allez-y, posez, pas de questions. Il n'y avait jamais de questions. Entre autres parce que dans la mentalité japonaise, poser une question au maître, c'est une insulte. Ça veut dire qu'il m'a mal enseigné. Et donc, si j'ai des étudiants étrangers, peut-être que j'ai un petit travail à faire avec eux pour leur dire voilà ce qui est possible dans notre cours, voilà comment on fonctionne. Mais là, je vais extrapoler du Japon à la France et dire à quel moment, dans leur parcours académique jusqu'à maintenant, on leur a permis de remettre en question le savoir de l'enseignant et ainsi de suite. Et peut-être qu'on ne l'a pas assez fait, et peut-être que c'est pour ça qu'il nous arrive comme ça en ayant cette vision de je dois dire exactement ce que l'enseignant dit. Alors, il y a une main levée derrière. Je m'excuse parce que je suis totalement irrespectueuse. Non. Je pose beaucoup de questions.
Mais je contrôlerai la prise de parole de toute façon, donc. Donc, pour revenir un petit peu sur cette idée de questionnement. Donc, pour me présenter, je suis d'odontologie de Montpellier, donc l'odontologie chirurgien dentiste, pour parler plus clairement. Et on a une spécificité, c'est qu'on a, je dirais, un enseignement et un savoir qui globalement est périmé. Jusqu'à présent, on estimait à 5 ans. Mais au bout de 5 ans, on prend, on jette, hormis les bases. Ouais. Je dirais qu'on a... Mais c'est à peu près comme ça dans toutes les disciplines. Hein. Je précise que ça évolue. Voilà. Donc en fait, je suis arrivée à une conclusion, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avec Google, avec l'information disponible, je ne suis pas là pour leur donner l'information. Ils sont complètement autonomes et capables d'aller chercher l'information. Par contre, mon rôle à moi, c'est de les interpeller sur la critique de l'information. Donc savoir analyser les sources, savoir faire des critiques d'articles, et surtout être capable constamment de se remettre en question. À partir de là, une fois qu'ils ont ce message-là, ils n'ont plus besoin de moi. Oui, c'est... Des étudiants de quel, Des étudiants de quel niveau, enfin, de quel degré de maturité? J'ai une facilité, c'est que j'ai affaire à un pool d'étudiants sélectionnés par un concours drastique. Oui, alors j'allais dire, c'est pas les étudiants de PACES là. C'est après PACES. Voilà, parce qu'essayer de faire ça en PACES, ça va pas fonctionner du tout. Hein, parce qu'ils sont là pour apprendre ce qu'on va leur demander à l'examen. Il suffit de changer la philosophie. Ça non, on pourra en reparler Karine, mais c'est la même chose pour les gens qui sortent de classe prépa. Si on essaie de modifier leur comportement d'apprentissage alors qu'il y a un concours à la fin qui s'attend à une reproduction de savoir, les gens ils vont faire « Ah oui, c'est super, on apprend bien et tout, vient l'examen, on apprend par cœur et on se prépare à l'examen. » Mais c'est qu'une question de stratégie de réussite. Mais c'est ce qu'on appelle justement l'effet de ressac de l'évaluation, c'est-à-dire que vous pouvez tout modifier en termes d'enseignement, la vague de l'évaluation va venir et va tout emporter, parce que l'étudiant va s'aligner sur ce qui est attendu à l'évaluation. C'est documenté empiriquement. Il y a une main levée là. Les étudiants de 20 ans aujourd'hui en amphi, ils ont l'ordi ou la tablette. Les enseignants aussi, je remarque. Si vous donnez vos références, il y a en cours, que font les étudiants? Il y en a qui vérifient vos références, qui même pour parfois vous les corriger en live. Mais est-ce que c'est mauvais? Non. Oui, mais ça demande de changer la posture de l'enseignant. C'est-à-dire que je ne suis plus le livreur de savoir que l'on ne remet plus en question, je suis la personne qui aide les autres à réfléchir. Concernant l'aspect, je dirais, développemental au niveau de l'âge, à l'intervalle, vous vérifiez aussi. Oui. Mais alors c'est ça qui est intéressant. Et c'est là l'idée, et si vous regardez sur Wikipédia, en fait, Wikipédia prépare des stratégies pédagogiques d'utilisation de Wikipédia, entre autres. Il va vous dire, si vos étudiants font tel genre de comportement, vous réagissez en disant, et qu'est-ce qui vous dit que dans ce qui est écrit sur Wikipédia, c'est vrai? Selon vous, pourquoi? En fait, faites-les réfléchir. Sortez-les du quoi pour les faire entrer dans le pourquoi. Et en fait, votre rôle, c'est plus juste de donner du quoi, c'est de les amener à du pourquoi. Justement parce que l'information est disponible hors de la classe. Et c'est ce qui va vous permettre de survivre face aux MOOC. Parce que la plupart des MOOC, c'est quoi? C'est du quoi. D'accord? Et là, les gens disent « Ah, mais les MOOC, bientôt, on va nous remplacer par des MOOC. » On va vous remplacer par des MOOC si vous faites que du quoi en classe, c'est-à-dire le cours magistral de 2 heures où vous livrez des infos que la personne peut aller lire dans un bouquin ou dans un tutoriel sur Internet. Si par contre, vous aidez les gens à réfléchir, soit par de l'interactivité ou autre, là, ça c'est difficile à remplacer. Et puis moi je vous dirais, en tant que responsable des ressources humaines dans mon institution, si les enseignants font simplement être la version audio d'un bouquin, moi j'ai quand même un souci de plus-value pédagogique du personnel. Donc votre rôle c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment d'être capable d'aider les gens à réfléchir sur la matière, ce que Karine disait à l'instant. Ok, oui. Juste, je pense qu'il y a cette phase, certes, je disais sur la formation, mais il y a aussi aller chercher et aller guider, les étudiants dans la recherche d'informations. Oui. Parce que je pense que là, il y a un gros enjeu essentiellement lié à Internet en particulier. Si on prend Google, on leur demande d'aller chercher une information sur Google. Je
pense que la plupart du temps, ils vont se retrouver avec 1 million de sites qui seront incapables de visiter. Oui. Donc là aussi, on parlait de Wikipédia, pareil, il y a un certain nombre d'informations dans Wikipédia qui sont à vérifier. C'est pas forcément Wikipédia qui doit être une référence. Tout à fait. Donc, et vous savez, il n'y a pas que... qu'il faut, je pense, faire pour accompagner les étudiants dans cette recherche d'information. Il n'y a pas que les étudiants de premier cycle, parce que moi je me rends compte aussi, parce que je travaille beaucoup avec des doctorants, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de doctorants qui disent « Ah non, mais franchement, je n'irai pas chercher cet article à la bibliothèque. Hein. Il date de 1975. Il faudrait le photocopier. Moi, je prends que des trucs qui sont disponibles en ligne maintenant. » Je ne sais pas comment c'est dans votre domaine à vous, mais dans mon domaine à moi, il y a des choses qui sont publiées dans les années 70, dans les années 10 même, John Dewey, comme ça, que l'on peut lire encore aujourd'hui, qui sont utiles. Et en fait, il y a cette espèce de facilité d'accès par l'informatique, et c'est pour ça que de plus en plus, il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle les compétences informationnelles, les compétences de recherche documentaire, les compétences en information documentaire, où d'abord, il faut sensibiliser les gens à ce que c'est, et ensuite, il faut les aider à les développer. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dit aux étudiants, compétences informationnelles, ah, pas de problème, moi Google, je suis super rapide, et puis je sais que la bibliothèque, elle est là-bas. Mais j'y vais pas parce que, là je vais citer une étudiante à Strasbourg qui m'a dit, moi j'aime pas aller à la bibliothèque parce que les livres, je trouve que ça pue. Alors je disais, mais ça pue, c'est une olfactive, voilà. Elle dit, non mais, je dis, ça pue comment? Elle dit, ah mais ça pue, en plus il y a plein de gens qui les ont manipulés, je préfère être électronique, il n'y a personne qui touche et tout. Je dis, oh là, d'accord. Mais voilà, les étudiants, ils vont avoir des représentations comme ça, alors que, je ne sais pas quand vous étiez en fac, mais le joli teint que j'ai, moi je l'ai pris devant le photocopieur, hein, à photocopier énormément de choses comme ça. D'ailleurs, je dis souvent aux encadrants de doctorat, le PH dans le PhD, c'est pas pour photocopier, c'est pour philosophier, d'accord? Donc si vos doctorants font que de la photocopie, c'est pas très utile en termes de développement. Donc vous voyez, on a quand même un ensemble d'éléments ici à garder en tête autour de la représentation que les gens ont du savoir, la possibilité de remise en question, et pour l'enseignant, quel est mon rôle? Est-ce que mon rôle c'est de parler longtemps d'un sujet qui m'intéresse, ou est-ce que mon rôle c'est de faire parler les étudiants parfois pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris? Comme là je voudrais vous dire, voilà, l'épistémologie personnelle par rapport à votre cours, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment dans vos enseignements qui tiendraient compte de ça? C'est une vraie question là. Est-ce qu'il y en a qui pourraient réagir comme ça? Oui. Moi, j'utilise un outil qui est très simple. Je fais écrire des articles de Wikipédia. Oui, voilà. Des notices à Wikipédia. De vrais articles. Oui. Et la moitié des étudiants est paralysée et l'autre moitié est ravie de le faire. D'accord. Et comment vous faites le lien avec l'épistémologie personnelle ici? Comment vous m'expliqueriez l'impact de l'épistémologie personnelle là-dedans? Parce qu'ils se rendent compte d'avoir cet regard critique vis-à-vis de l'information, ils le trouvent un peu partout. D'accord. Leur première source, en tout cas en sciences, leur première source est l'Internet et notamment Wikipédia d'information. D'accord. Et juste la prise de connaissance que n'importe quel plus ou moins équipé peut écrire un article sur Wikipédia le rend plus critique vis-à-vis de toute l'information qu'il trouve écrite. D'accord. Et ça commence à germer des questions. Je vais devoir enchaîner. Hein, juste regardez la petite vignette là. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de m'assurer que les gens se posent des questions. Donc je viens de m'assurer là d'avoir une preuve de comment est-ce que j'arrive à transférer ce que j'ai appris là à ma réalité. Si j'avais plus de temps que je voulais aller plus loin, je dirais ok, les autres, qu'est-ce que vous pensez de cet exemple-là? Est-ce qu'il y en a qui font la même chose? Est-ce qu'il y en a qui feraient la même chose? Est-ce qu'il y en a qui feraient ça? Pourquoi oui, pourquoi non? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous force à réfléchir. D'accord? Que vous le vouliez ou non. Là, des gens, parfois, ça se met en marche un petit peu plus lentement. Hein, ok, troisième concept, celui des approches de l'apprentissage. Et ça, vous allez reconnaître certains de vos étudiants. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ce que j'ai mis sur la diapo, bien entendu. C'est des collègues qui ont fait ce qu'on appelle une étude phénoménographique. Alors, la phénoménographie en sciences sociales, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on fait des entretiens avec des gens, et sur la base de l'entretien, on va essayer de déterminer un profil. Et là, je fais un entretien avec une deuxième personne, et je me dis, est-ce que c'est le même profil ou est-ce que c'est un profil nouveau?
Et là, je vais créer un inventaire de profils. Et à un moment, il y a saturation et on retrouve 5, 6 profils différents. J'en ai pris 3. Eux, ils ont fait ça avec des étudiants. Dans les entretiens, ils ont dit mais comment est-ce que vous apprenez, comment vous faites les choses. Et ils montrent entre autres qu'il y a des étudiants qui sont beaucoup dans la logique de ce qu'on appelle un apprentissage de surface, apprentissage par cœur. Où là, en fait, je vais très peu pouvoir l'utiliser par la suite, autre que dans une logique simplement de bachotage, hein, de répétition et de reproduction de ce que j'ai entendu. Ça, typiquement, c'est l'étudiant à l'examen qui vous met exactement les termes que vous avez utilisés en classe. Alors que vous leur demandez, dans vos propres mots, expliquer, puis là, ils vont mettre exactement ce qu'ils ont, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Petite anecdote, il n'y a pas si longtemps à Strasbourg, j'étais dans le tram, et 2 étudiants à côté de moi, c'était assez particulier. Le premier dit ah, les problèmes de maths, hein, je ne les comprends pas, j'ai vraiment de la peine, moi, à apprendre ces trucs-là et tout. Et la deuxième de lui dire, alors, moi j'ai un truc infaillible. Elle dit, tu fais comme les poèmes quand on était au lycée, tu le lis à voix haute 20 fois et ça va marcher, tu vas comprendre. Alors, on rigole un peu, hein, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens développent ce qu'on appelle des méthodes idiosyncratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens développent leur propre méthode, qu'ils ne remettent jamais en question, et ils s'imaginent que parce que jusqu'à maintenant ça ne leur a pas trop mal servi, c'est la méthode, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Et donc, si on ne prend pas cette personne-là et qu'on ne lui explique pas les avantages et les inconvénients de ce genre d'apprentissage, elle ne saura jamais que le jour où on va essayer de me faire réfléchir, ce n'est pas en apprenant par cœur que je vais y arriver. Je vois 2 interventions, je vais vous demander d'être rapide, hein, parce que je vois que le temps file. Une là et puis une là. Pour certaines choses, c'est adapté, tout à fait. Par de multiplication. Le vocabulaire en langue, il y a des, oui, je ne dis pas que ce n'est pas inadapté. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent enfermés dans cette posture-là. Et le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à apprendre autrement. Typiquement, en école de management, on a une grande partie des gens qui sortent de 2 années de prépa, pendant lesquelles on leur a fait apprendre des choses par cœur, et là on les place en situation où ils font de la résolution de cas, et là ils lui disent « mais c'est quoi la réponse ?» Alors vous dites ben, « on ne va pas vous la donner, c'est à vous de trouver la résolution optimale selon ce que vous pensez. » Hein? Ça veut dire quoi? Parce qu'on vient de les socialiser pendant 2 ans à vraiment pas apprendre comme ça. Donc là, il faut être conscient que j'aurai peut-être des gens devant moi qui ont de la difficulté à sortir de cette posture de surface. Et je vais devoir faire des choses pour essayer de les tirer de là. Alors, je fais juste une petite intervention ici et à l'arrière. Oui. Simplement, lire à voix haute, ça n'a pas forcément à voir avec apprendre par cœur. Et ni avec retenir quelque chose sous l'aspect d'une formule. Tout à fait. Ben pour elle, c'était sa façon d'apprendre par cœur de lire à voix haute. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais même apprendre par cœur, après, si on me demande d'être en mesure de résoudre des cas et que j'apprends des choses par cœur, ça ne va pas me servir vraiment. Parce que le problème, la plupart du temps, si vous faites des cas en droit ou en gestion, c'est que les étudiants, ils apprennent le cas par cœur. Au cas où on nous pose des questions sur le cas. Sauf que le cas, la plupart du temps, je vais l'utiliser de façon qu'on va appeler... c'est pas un cas intrinsèque, c'est-à-dire que c'est pas le cas lui-même qui nous intéresse. C'est instrumental, c'est-à-dire toute la réflexion qu'il y a derrière. Mais si l'étudiant n'a pas compris ça parce qu'il ou elle est dans une logique de surface, ben cet étudiant-là va se planter à l'examen. D'accord? Alors, Karine, mais brièvement. Je vous promets, très rapidement. Pour moi, l'étudiant n'est que stratégie. Mais c'est le 2e élément, justement, mon 3e. On est d'accord. Donc, le but de l'enseignant, mon but, c'est d'avoir des enseignements en profondeur. Mais peut-être pas toujours, comme le collègue le dit, parfois c'est pas l'objectif. Apprendre les dents par cœur, savoir que celle-là, elle a tel numéro, ça c'est du par cœur. Mais il n'y en a rien à faire, ça n'a aucun intérêt. En soi, ça n'a pas d'intérêt, mais ils doivent le savoir, parce qu'ils ne peuvent pas vous dire « Oui, en fait, il y a une carie sur la dent, vous savez, la grosse dent qui est au milieu, là, juste à côté de celle-là. » Ben non, ils doivent connaître la terminologie, donc il y a des éléments. On peut être en désaccord, mais il y a des éléments à connaître par cœur dans toutes les disciplines. Simplement, résumé, ces différents types d'apprentissage, je ne vois pas l'intérêt. Parce que pour moi, l'apprentissage est uniquement stratégique en fonction du mode d'évaluation. Oui. Je sais que mon étudiant, il est paresseux, il va aller au plus simple, il va aller au plus stratégique. Donc si je lui donne un sujet, une évaluation qu'il va pouvoir réaliser en faisant appel à du stratégique et de la surface, pourquoi est-ce qu'il va s'embêter à faire de la profondeur? Alors je vais rebondir là-dessus justement pour présenter ce qu'on appelle l'approche stratégique. Alors moi je ne serai pas aussi catégorique que Karine derrière.
Je ne dirais pas que tous les étudiants sont stratégiques, mais il y a des étudiants qui ont un profil stratégique. C'est-à-dire qu'ils vont être parfaitement conscients du fait que ouais, il faudrait quand même que je prenne le temps de lire pour comprendre, et ainsi de suite. Mais à l'examen, ça va être un QCM. Et puis dans le QCM, ils vont en fait me poser des questions de rétention factuelle. Est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre tout ça alors qu'à mon examen, j'en aurais pas besoin? Alors certains étudiants vont être stratégiques, soit par paresse comme on évoquait, soit par défaut à cause de moi, parce que mon évaluation va induire ce comportement-là. Typiquement, pendant longtemps en médecine en Suisse, on enseignait en apprentissage par problème, mais une fois que les étudiants étaient préparés à l'examen qu'on nous envoyait au niveau national depuis Berne, c'était un joli QCM. Voilà, alors les étudiants ils apprennent en profondeur pendant tout le semestre, et puis là tout à coup on leur met un truc où on leur demande la dysenterie est, puis A, B, C, D, E. Et bon, on n'est pas du tout sur les mêmes compétences. Donc là, l'examen va induire un comportement qui est pas adapté. L'apprentissage en profondeur, fort heureusement, nous avons quand même des étudiants dans cette posture-là. Ils ne sont pas majoritaires, généralement, et puis ils l'étaient peut-être en 1980. Ils le sont probablement plus, surtout en première année, alors qu'on ouvre les portes, on a beaucoup de gens qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Où là, l'idée, c'est vraiment, je cherche à comprendre ce que l'enseignant dit. Je fais des liens. Je pose une question de genre, mais attention, là, ce que vous nous dites, là, il me semble qu'on a déjà entendu ça dans l'autre cours, et puis c'était pas présenté de cette façon-là. Ah, ça, imaginez, c'est quand même le bonheur pour un enseignant, quand un étudiant vous dit ça. Ça vous arrivera au moins une fois dans votre carrière, je vous promets. Je sais pas si je peux vous promettre ça. Mais c'est vrai, c'est que là, on voit vraiment l'étudiant qui fait l'effort d'aller plus loin, de poser des questions, et ainsi de suite. Là, on est dans la posture en profondeur. Ce qui est important à retenir ici, c'est que ça dépend énormément de la perception que les gens vont avoir de vos attentes. Et ça, c'est très pervers parce que ils vont se dire « Ouais, ce prof-là, j'ai entendu dire que lui, à l'examen, tu fais que dire exactement le nombre de mots qu'il a dit en classe et puis c'est bon. » Donc en fait, c'est même pas prouvé. C'est la croyance qu'ils vont avoir sur votre perception, d'où l'idée de clarifier de diverses façons auprès des étudiants ce que vous attendez. Et de leur dire « Moi, à l'examen, si vous utilisez les termes que je vous donne en classe, ça ne va pas fonctionner. » Si je vous dis, dans vos mots, expliquez-moi ce que veut dire telle chose, je ne veux pas voir les mots suivants, d'accord? Donc, et puis si vous avez tous les mêmes mots, je pense qu'il y aura un problème dans la réponse. Donc vous leur clarifiez un peu ce qui est attendu en termes de production. Et puis ça va dépendre aussi beaucoup des activités mises en place. Si vous dites aux gens, alors dans mon cours, on apprend en profondeur, hein, il n'y a pas d'apprentissage de surface, et qu'il n'y a que vous qui prenez la parole pendant tout le semestre, je vais vous dire à quel moment est-ce que vous développez la réflexion des gens. Alors, un certain pourcentage auront cette réflexion-là instinctive de se poser des questions, et puis dans d'autres cas, les gens, ça va entrer là et ça va sortir là. Et là, vous allez dire, ça, non, j'y crois pas. J'ai des collègues en Belgique qui ont fait des études sur la prise de notes des étudiants. Et les gens s'imaginent que les étudiants savent prendre des notes. Eh bien non. La plupart du temps, première année, quand ils regardent les notes que les étudiants ont prises, c'est soit ils prennent rien, parce que de toute façon, il y a le PowerPoint, ou encore, ils prennent, pardon, j'ai fait de la publicité, il y a un diaporama électronique d'une compagnie à orientation éthique douteuse. Et à côté de ça, il y a les étudiants qui prennent tout en note, y compris quand le prof dit bah, « là c'est la pause bah, », là c'est la pause, d'accord? Alors on rigole, mais il y a des comportements comme ça, juste incroyables. Moi je me souviens d'un cas où j'étais allé observer un cours de maths à la demande du prof là, pour pouvoir lui faire un retour. Et il y a un étudiant qui arrive en retard. Le prof a 3 immenses tableaux remplis de formules mathématiques. Là. Au début, je pensais que c'était un cours de grec parce que je ne comprenais rien, mais c'était bien des maths. Et l'étudiante arrive avec environ 20 minutes de retard. Elle s'installe, elle sort tous les trucs, tous ses stylos de couleur, parce que c'est sûr qu'on apprend mieux en couleur. Ça aussi, c'est pas prouvé. Et là, elle s'installe avec son téléphone au cas où on lui envoie des textos importants. Le ministère pourrait la contacter, des choses comme ça. Et puis, elle sort son iPod. Elle met ses écouteurs. Heureusement, elle avait les cheveux longs, hein, tu aurais de la difficulté. Hein. Elle met les écouteurs, les cheveux par-dessus, et puis là, elle prend les notes. Elle regarde et elle copie tout ce qu'il y a au tableau. Elle n'a pas compris que le son est important dans le cours. Et là, on a un problème, parce que cette personne-là, elle est en mode quoi, selon vous, là-dedans? C'est facile. Elle est en mode surface, parce qu'elle est juste là pour recopier ce que le prof dit. Elle n'est pas là pour réfléchir en même temps que l'enseignante, ou là où il y a la démonstration, parce qu'elle est décalée de 20 minutes, et elle fait que prendre l'artefact qui est au tableau.
Voyez, donc là, on a quelqu'un à qui il faudrait pouvoir dire qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre méthode d'apprentissage là, pour vous? Elle aurait de la peine à répondre. Et puis, pardon? Surtout que vous entendrez. Oui, exactement. Il faudrait lui couper le truc avant. Vous voyez, donc on a des situations comme ça où on a des étudiants qui ne sont pas du tout outillés, qui pensent avoir des bonnes méthodes d'apprentissage et en fait qui sont des méthodes complètement inefficaces. Par rapport à la prise de notes, un petit truc, si jamais vous avez envie de le faire, 2 collègues avec qui j'ai travaillé à Strasbourg qui l'ont mis en œuvre dans leurs cours. Alors imaginez, c'est cours de compta pour des gens en école de management, puis c'est pas une école de management du premier tiers, hein, donc c'est pas les étudiants hyper brillants, c'est des étudiants de la moyenne. Et donc les étudiants, ils prenaient pas de notes, il y avait le PowerPoint là, le polycopier. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé leur cours en utilisant le diaporama. Elles font environ 20 minutes, elles passent à travers 2 diapos, assez détaillés avec beaucoup d'explications. Et à la fin des 2 diapos, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un polycopier sur lequel elles ont annoté toutes les choses qu'un étudiant aurait dû noter, et là, elles leur projettent. Elle dit, si votre polycopier ne ressemble pas à ça, vous allez avoir des gros problèmes à l'examen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la même chose que moi j'ai fait au tableau tout à l'heure. Elle a communiqué ses attentes, elle a aidé les gens à comprendre comment utiliser les dispositifs dans sa classe. Et là, les étudiants ont commencé à comprendre que, ah bah oui, le gros de la matière du cours, il n'est pas sur le diaporama, il est dans les notes que moi je prends en même temps que le cours. Et là, ils ont vu les notes augmenter, ils ont vu aussi une participation en classe augmenter. Et vous voyez, c'est un petit truc de rien du tout. Et là, on est vraiment dans ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux leur dire, prenez des notes, c'est important. Là, je suis dans le cognitif. Si je fais cet exercice-là et que je leur montre après à quoi devraient ressembler leurs notes et qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas ça et que c'est important, là, je suis dans de l'apprentissage de type intégration affective. Où là, la personne se dit, ah ouais, dans le fond, j'avais pas pigé, mais c'est super important de prendre les notes et de venir en classe. Oui. Mais pourquoi ce qui est important n'est pas écrit sur le support qui est présenté? Donc vous voudriez le voir où? Voilà, ouais. C'est un exemple que vous avez. Ce que je disais important. Vous voulez dire quoi? Je comprends pas. En aura dans l'expérience de vos collègues strasbourgeois. J'ai pas dit que c'était Strasbourg. Mais vous êtes fort en déduction. Non, donc, oui. On projette 2 slides et puis après on dit voilà, pendant le même temps vous prenez des notes et on fait une petite synthèse en disant ben voilà, vos notes devraient être ça. Attention, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont dit devrait ressembler à ça. Bah, non, mais déjà parce que les étudiants qui sont dans une épistémologie personnelle dualiste vont dire mince, j'ai pas eu les bonnes choses, j'ai pas noté les bonnes choses. Et en fait, ce qu'elles font plutôt, c'est qu'elles leur expliquent pourquoi elles auraient noté cet élément. Donc elles sont dans le pourquoi, pas dans le quoi. Voilà, ça ici, j'ai donné cet exemple-là. Pourquoi est-ce que vous auriez dû noter quelque chose de l'exemple et comment vous auriez dû le noter? Pour montrer. Donc elles sont... Ce que l'enseignant attend que l'étudiant note n'est pas noté et montré sur le slide. C'est ça ma question. Ah, vous voudriez qu'on mette tout? Pas tout, mais le nécessaire. Et parce que cette question-là, moi je l'ai vue souvent dans les évaluations de l'enseignement par les étudiants, où les étudiants disent franchement les diapos du prof sont nuls, on est obligé de venir au cours pour les comprendre. Et en fait, pédagogiquement, si je veux que vous réfléchissiez en même temps que moi, je ne vais pas tout mettre sur ma diapo. Parce que surcharge cognitive, on en a parlé tout à l'heure, si tout est écrit là, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez ou vous m'écoutez? Non, je souhaiterais qu'il n'y ait que ce que j'ai à retenir, entre guillemets, qui m'aide à réfléchir. Donc vous êtes stratégique. Non, mais justement, moi j'ai envie de vous placer en situation active. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle des PowerPoint squelettes. Donc, je vais mettre des éléments avec de l'espace. Donc, typiquement, mes PowerPoint, moi, ils auraient l'air de ça. Mais ce n'est pas suffisant pour l'examen. Et donc, vous rajoutez des choses, vous annotez des choses parce que vous avez la capacité d'entendre ce que je dis, vous n'avez pas besoin de tout noter, donc vous pouvez suivre. Et puis là, vous dites, ah ouais, ça c'est pas mal, j'ai noté ça c'est pas mal, vous l'ajoutez. C'est une stratégie qui fait que les gens sont plus actifs dans l'apprentissage, alors que si on met tout, bah, les gens ils ont tendance à faire comme ça et se dire, ouais, c'est là, je vais faire un peu de mail, là, c'est bon. J'ai jamais dit mettre tout. Non, mais presque tout. Que le nécessaire. Mais le nécessaire, il est là, mais c'est nécessaire, mais non suffisant. Parce que c'est ça l'idée, c'est que ça, c'est nécessaire, mais c'est du factuel. C'est comme mon étudiante qui recopie les tableaux en maths. Ce
qui est important, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière ça et qu'est-ce que moi je peux faire pour vous placer en situation réflexive. Alors, je vais y aller d'abord avec ceux qui n'ont pas pris la parole. Oui? C'est quand même subtil ce que je fais, hein, quand même. Vous voyez, je contrôle. Parfois, dans notre manière d'enseigner, on va proposer sur un PowerPoint un déroulement plutôt linéaire de l'information et des concepts. C'est le problème de PowerPoint. Voilà. Mais peut-être qu'en fin d'apprentissage ou en utilisant un autre outil, c'est intéressant de revenir sur l'intégralité du cours, mais sur un mode réseau. J'ai vu ça avec les étudiants en sciences humaines, peut-être traite davantage. Les étudiants ont dû faire un schéma où ils mettaient en relation les différents concepts qu'on avait abordés en cours en vue de l'évaluation. Pour intégrer. Une dissertation. Et du coup, on passe davantage sur le mode d'intégration et compréhension. Et il y a des outils. Tout à fait. Parce que regardez, on en parle dans les ateliers que je fais à Montpellier cette semaine, hein, que j'ai fait avec certains de vos collègues. Ce mode de représentation-là, graphique, permet plus facilement d'intégrer les apprentissages. Et le souci, c'est quoi? C'est qu'à la fin d'un cours, je veux quoi? Que l'étudiant soit capable de me répéter successivement les diverses choses qu'il ou elle a appris. Ou est-ce que, la plupart du temps, c'est pas d'être capable de faire des liens entre ces différents éléments-là? Et si mon cours, c'est simplement séquentiel, à quel moment est-ce que moi, je fais les liens? Souvenez-vous, hein, la capacité de transfert des étudiants, à quel moment est-ce que je vais faire des liens pour qu'eux ensuite soient capables de faire des liens? Et là, l'exercice que vous évoquez, c'est exactement ça. On les aide à faire des liens entre les parties. On peut très bien faire ça une dernière séance et dire, ok, on va construire ensemble juste un réseau de connaissances qu'on appelle parfois les cartes sémantiques ou les cartes conceptuelles ou cartes heuristiques, et dire, voilà, je parle de tel concept, qui peut me rappeler ce que c'était? D'accord, alors ça c'est bien, voilà, pourquoi c'est important? D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris d'autre qui est relié à ça? Et là, en fait, vous les faites parler. C'est eux qui vous le construisent. Moi, j'irais plutôt dans ce sens-là que moi construire la carte elle-même. Mais ça rejoint ce que vous dites, c'est ça? Oui, c'est eux qui l'ont fait. D'accord. Oui? Je peux témoigner justement. Allez-y. Je travaille à la bibliothèque et justement pour faire comprendre aux étudiants l'intérêt, ou le nombre d'intérêt d'aller directement sur Google ou Wikipédia, pour leur faire comprendre, parce que systématiquement, quand on commence le cours, je leur dis, bon, comment on fait pour faire la recherche? Réponse, tout le monde se précipite, sur Google on trouve tout. Ouais. C'est aucun intérêt de venir à la bibliothèque, apprendre à chercher. Et puis en plus, les livres ça pue. Hein. Voilà. Et donc l'intérêt, c'est de leur montrer pendant les différentes séances l'intérêt de chercher autrement et ce que ça peut leur apporter dans leur cursus universitaire. Et justement, à la fin, ce que je fais, c'est ça, c'est leur montrer la définition d'un dictionnaire, une encyclopédie, etc. et finir la dernière séance où je les fais agir en système de cartes. Voilà. Je leur dis. Vous commencez maintenant que vous avez eu tous ces entre guillemets, ces codes de fonctionnement, comment vous y prendriez si vous deviez venir à la bibliothèque, etc. Et finalement, ils se disent, bah oui, c'est utile de venir à la bibliothèque, mais c'est interactif. Oui, mais puis vous créez une prise de conscience, en fait. C'est quelque chose que je voulais mentionner par rapport à l'information documentaire ou aux compétences informationnelles tout à l'heure, c'est que les étudiants, en fait, croient être compétents. Et en fait, ils souffrent de ce qu'on appelle, en anglais on appelle ça la double ignorance, si je le traduis directement. En français on appelle ça l'incompétence inconsciente. Et le problème c'est que l'incompétent inconscient, il croit savoir. Hein. C'est vraiment celui qui parle le plus. Ça vaut parfois pour les présidents. Et en fait, l'idée c'est de les amener à prendre conscience de leur incompétence, de les placer dans une situation où ils vont dire « Ah ben oui ». Alors je vous raconte une petite anecdote par rapport à ça aussi, certains l'ont déjà entendu, mais je me souviens d'un prof comme ça qui me disait que l'interactivité en enseignement et tout, lui il croyait pas à ça, c'est un truc là qui est ça c'est une invention de pédagogo, c'est pas du tout utile. Et puis je lui disais mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais il dit moi j'y crois pas et tout, franchement. Je dis bon, vous êtes de quel domaine disciplinaire? Il me dit bah ingénierie. Je dis mais vous voyez les ingénieurs, hein? Ingénierie. Quelle ingénierie? Ah, ingénierie aérospatiale. Ah, je dis, mais ça tombe bien, parce qu'en fait, moi, les avions, je crois pas à ça. Il dit, comment vous croyez pas aux avions? Mais je dis, je crois pas que ça vole, un avion. En fait, ils doivent nous mettre dans une boîte, puis ils bougent le décor, et puis c'est... Il dit, mais non, mais vous êtes tarés ou quoi? Il dit, regardez l'avion, là. Mais je dis, vous, parce que vous n'avez jamais regardé les résultats en psychologie de l'apprentissage qui montrent que l'interactivité a un impact positif sur les étudiants, vous vous permettez de dire, je crois pas à ça. Je dis, c'est aussi bête que si moi je dis, je crois pas aux avions, parce que je me ferme les yeux, je regarde pas à l'extérieur. Alors ça, c'est le genre de situation, alors il m'aimait pas au départ. Mais après,
il m'a dit ouais quand même, ça va, vous êtes fort parce que je vous déteste plus. C'est là que la personne s'est dit ouais quand même c'est très embêtant ça ce qu'il vient de me dire parce que c'est vrai que là je suis en train de remettre en question tout mon truc, tout l'édifice sur lequel ça reposait. Et si vous arrivez à faire ça avec les étudiants, c'est exactement de les placer en situation où ils sont plus très confortables avec le truc là. C'est pas le petit truc facile qu'on leur disait avant. Et là ils doivent réfléchir, ils doivent se dire mais attendez, c'est pas du tout vrai. Et vous aurez peut-être remarqué que j'utilise un peu ce genre de rhétorique là dans une situation comme celle-ci. Même chose dans mes cours, je veux dire aux étudiants, mais ça vous n'avez pas rencontré ces difficultés là, mais dans d'autres cours il y a des gens qui avaient de la peine à faire ça. Ah oui non mais si, nous on l'a rencontré. Ah oui d'accord, bon on va en parler. Si j'avais simplement dit, est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec ça? Il n'y en a pas un qui va en parler. D'accord? Donc, à vous de voir comment vous faites. J'enchaîne avec la motivation. J'imagine que vous êtes venus pour entendre parler un peu de motivation. Alors, certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, donc ce ne sera pas nouveau. Pour les autres, ce sera peut-être nouveau. En psycho, sur la motivation, alors déjà, je vous rassure, il y a des chercheurs qui ont dédié leur carrière entière à l'étude de la motivation. Il y a énormément de publications. Je réduis énormément aussi pour vous donner quelques repères. Un premier repère qui est assez intéressant sur la motivation, c'est la différence que l'on fait entre la motivation intrinsèque, donc la motivation interne, et la motivation extrinsèque. Alors on va voir si vous êtes fort en déduction. Si je vous dis carotte-bâton, ça serait quel type de motivation? Alors là, vous faites comme les étudiants, j'aime bien ça. Extrinsèque. Vous savez, quand vous posez une question aux étudiants, ils font peut-être vertical. Alors, tous en cœur. Voilà, vous êtes fort en déduction. Pourquoi? Ah, ça c'est embêtant, hein? Parce que là, je vous ai posé la question quoi? Maintenant, je vous pose la question pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur. Ouais, là, c'est un peu un syllogisme, hein, on fait le tour. Oui, mais comment, pourquoi carotte-bâton? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la personne? Ça fait pas avancer. Non, mais ça va modifier son souhait dans une situation donnée. Mais ça ne veut pas dire que ça change ce qu'elle a à l'intérieur comme priorité, là, ce qui est important. Regardez, en France, ça c'est quelque chose que vous faites bien aussi. Le gouvernement, il impose souvent des lois, des trucs comme ça. C'est de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire si le PV est assez élevé, je vais peut-être faire gaffe de ne pas prendre ma voiture un jour pair à Paris s'il y a interdiction de prendre ma voiture, mais donc c'est que 17 €, donc je m'en fiche, je vais quand même prendre ma voiture. Là, côté motivation extrinsèque, c'est pas fort. Si on vous dit le PV va être de 750 € si vous prenez votre voiture, si vous avez des plaques paires, un jour pair à Paris. Alors là, je dis, ouais, là je vais faire autre chose. Donc, ça ne fonctionne pas toujours la motivation extrinsèque. Et les gens croient parfois qu'il faut absolument être que dans l'extrinsèque. Hein. On va leur faire peur aux étudiants, on va leur dire s'ils ne font pas, Chez certaines personnes, qu'est-ce qui se passe? La personne s'écrase. Et la personne, elle se dit, bon, mais de toute façon, hein, c'est pas possible, donc je ne vais pas y arriver, ça ne me donne absolument rien. Je suis nul, de toute façon mes parents me l'avaient dit, il ne faut pas aller à la fac, ainsi de suite. Plein de raisons, et ça n'aura pas le mécanisme que l'on aimerait voir, qui est cette espèce d'impulsion motivationnelle chez les gens. Motivation intrinsèque, est-ce qu'il y en a qui peuvent me donner un exemple de motivation intrinsèque? D'accord, très bien, c'est exactement ça. On va dire, ah, je pars à l'étranger, je dois parler la langue, il faut vraiment que j'y arrive. Petit exemple par rapport à ça, justement à Strasbourg, parce que sinon vous alliez le dire tout fort, à Strasbourg, avec les gens en management, ils n'avaient pas compris la logique de l'apprentissage des langues là-bas, qui est en CRL, donc en sens de ressources langagières, où les gens doivent aller par eux-mêmes chercher beaucoup d'outils. Alors, ceux qui sortent des classes prépa veulent des cours de grammaire. Alors, on a fait une mise en situation avec eux. La mise en situation, c'est qu'ils sont diplômés depuis 2 ans de l'école de management. Ils ont un poste et leur patron leur dit qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font qu'ils aimeraient l'envoyer à l'étranger. Et là, la personne dit bah, ça devra aller, je baragouine un peu l'allemand et puis je comprends l'espagnol pour faire la fête, donc ça va. Et tout à coup, le patron leur dit en fait, vous partez dans 3 mois et vous allez à Istanbul. Et on leur dit comment est-ce que vous apprenez le turc? Et là, les étudiants commencent à dire bah, je regarde des films sous-titrés en turc, j'écoute du turc, je lis du turc, je prends des amis turcs et ainsi de suite. Et on leur dit vous ne trouvez pas que ça ressemble au centre de ressources langagières? Et ils disent ah mais oui, c'est pas mal. Et en fait, encore une fois, c'est un truc comme ça où motivation intrinsèque va faire en sorte que la personne va apprendre, va faire des choses que si elle n'a pas la motivation intrinsèque, ne vont pas lui paraître intéressantes du tout.
Donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos cours pour justement accroître la motivation intrinsèque? Il y a une formule très simple. Pour les matheux, essayez pas de la calculer. C'est en fait que la motivation intrinsèque, elle dépend de la compétence perçue par l'étudiant telle qu'il la perçoit. La prof, elle nous demande de lire des articles en allemand pour le cours suivant. Franchement, c'est beaucoup trop... Non, pas en allemand, c'est pas raisonnable. En anglais. Franchement, l'anglais, je le maîtrise pas, c'est beaucoup trop compliqué, moi j'ai pas envie de le faire. Donc si je crois ne pas avoir la compétence, ma motivation elle décline. L'autre élément, c'est la valeur que j'accorde à la tâche qui est attendue. On vous dit, ce serait bien pour le cours prochain que vous lisiez le chapitre 5. Ouais, bon, il nous dit ça à chaque fois, mais il s'en sert jamais en classe. Et là, avec les étudiants, si vous ne dites pas en classe, regardez ce que je vous explique là. C'est exactement ce que vous avez vu à la page 32, dans l'encadré. L'exemple que l'auteur vous donne de faire ceci, les étudiants ils vont avoir l'impression que vous n'utilisez pas le chapitre. Si vous leur dites une situation comme celle-là, que vous arrivez à leur montrer comment vous l'utilisez, on se dit « Ah ouais, c'est peut-être pas mal de le lire avant, parce qu'après je peux répondre aux questions, et puis je suis mieux préparé pour comprendre ce qui vient par la suite. » On rêve là, enseignant, étudiant en profondeur. Donc vous voyez, c'est vous de vous dire, le problème il est où? Si les gens devant moi ne sont pas motivés, est-ce que c'est un problème de compétences perçues ou est-ce que c'est un problème de valeur accordée à la tâche? Alors là, les matheux, vous aurez compris que c'est une multiplication, c'est-à-dire que dès qu'il y a un des deux éléments qui ne fonctionne pas, ça donne 0. D'accord? Donc vous devez être assez perspicace, et pour y arriver, vous devez faire quoi? Poser des questions aux étudiants. C'est embêtant quand même, hein? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de telle chose. Combien d'entre vous avez déjà fait tel élément? D'accord? Ou qu'est-ce que ça vous dit, tel sujet? Et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils connaissent, quel est leur sentiment de compétence, et de leur dire, alors vous pensez que ça va vous servir à quoi, ce qu'on fait? Ah, ben, rien. D'accord, on va vous aider un peu. Est-ce que vous avez déjà pensé que... Alors, l'exemple, je reviens sur Strasbourg, le cours de comptabilité, pour les gens qui sont en école de management. Qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart du temps? Moi, de toute façon, la compta, j'en ai pas besoin parce que j'aurai un comptable. Et là, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour créer de la motivation intrinsèque? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le chanteur canadien Leonard Cohen? Voilà. Leonard Cohen, pour ceux qui ne savent pas, il a quoi, 78 ans? Il a dû interrompre sa retraite. Pourquoi? Parce que sa comptable est partie avec la caisse. D'accord? Donc on raconte cette histoire-là aux managers, et là ils disent « Ah ouais, c'est vrai que quand même, il faut comprendre ce que le comptable fait. Parce que si on ne comprend pas, il peut partir avec la caisse, et on ne va pas le savoir. Hein. » Donc l'idée, c'est d'une façon ou d'une autre, on développe la valeur accordée à la tâche. Alors je vois deux mains levées à l'arrière, allez-y, en cœur. Moi, ce que je ne comprends pas trop dans ce que vous expliquez, c'est que vous dites que extrinsèque, c'est on donne motivation avec une fonction après, mais là, ce que vous avez dit à l'intrinsèque, c'est encore, si vous n'apprenez pas, vous risquez d'après et vous verrez en fait. C'est pas la sanction, c'est pas la sanction qui rend extrinsèque, c'est l'origine du levier motivationnel. C'est-à-dire que quand je dis carotte bâton, c'est pas juste une sanction, carotte c'est positif généralement, sauf pour ceux qui n'aiment pas les carottes. Mais c'est vous dire, si vous faites telle chose, on va vous donner une augmentation de salaire. Ça, c'est pas une sanction, c'est un renforcement positif. D'accord? Mais c'est que l'origine de la motivation, elle n'est pas interne à la personne. Tandis que dans l'autre cas, c'est la personne qui va transformer l'extrinsèque en intrinsèque. Quand on rentre, on amène la personne à voir que « Ah oui, telle chose, c'est quand même pas mal. Là, je viens de l'aider de changer de point de vue. Prenez mon comptable. » La personne vient de changer de point de vue et dans son nouveau point de vue, elle se dit « Ouais, quand même, je pense que c'est vrai, c'est important de comprendre la compta parce qu'il y a ce risque-là, mais de façon générale. » Et là, on vient modifier vers de l'intrinsèque à ce moment-là. Parce qu'après, l'extrinsèque, ça va plus aboutir à un développement propre à l'individu et celui qui va arriver à progresser. Mais dans les deux cas, c'est ça, dans les deux cas. En fait, c'est un continuum. Entre extrinsèque et intrinsèque, c'est un continuum. L'idée, c'est d'amener la personne passer de l'extrinsèque à l'intrinsèque. Certains sont assez matures pour le faire par eux-mêmes, d'autres, on est obligé de mettre en place des mécanismes comme ça qui vont les amener tranquillement. Regardez juste un exemple de ça. Les gens qui conduisent rapidement sur la route, qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer de les sensibiliser à réduire leur vitesse? Alors, il y a les radars. Ça, c'est extrinsèque ou intrinsèque? C'est extrinsèque. Il y a la pub. Vous savez, le genre de pub un peu violente, où on voit des gens écrasés, tout ça. Ça, c'est voulu pour être intrinsèque.
Parce qu'en faisant appel à l'empathie de la personne, on se dit franchement, elle va réaliser que c'est dangereux et donc elle va vouloir par elle-même y arriver. Donc en fait, c'est sur le continuum, essayer de déplacer la personne. Oui, Karine. On est d'accord, c'est une question de cursus. On est d'accord, ce n'est qu'une question de cursus. Pourquoi? Pour faire la distinction entre intrinsèque et extrinsèque. Mais pour moi, vous ne parlez depuis tout à l'heure que d'extrinsèque. Non, c'est de l'intrinsèque. C'est parce que... Non, c'est parce que... L'intrinsèque, ce n'est... Alors si, sur le dernier exemple de campagne de pub pour la sécurité routière, l'intrinsèque, ce n'est que de l'affectif. On se place au-dessus, on est sur un... Mais dans mon truc de comptabilité, c'est de l'affectif. Si. On en parlera après. Oui. Non, l'idée c'est que la personne, elle peut se développer ou non. Il y aura des gens qui vont pas y croire, qui vont dire oh mais c'est pas vrai, tout ça, et ils le font pas. Mais alors c'est là qu'il y a une grosse différence entre l'extrinsèque et l'intrinsèque, c'est que la personne qui y croit pas, dans mon exemple sur la comptabilité, elle décide de pas le faire, j'ai aucun impact sur elle. C'est pas extrinsèque. Si c'est extrinsèque, j'aurai un impact sur elle. Parce que la personne qui ne veut pas respecter les limites de vitesse, elle va se faire flasher, qu'elle ne veuille ou pas. Mais on pourra en reparler plus en détail, parce que je ne vais pas embêter les gens avec la distinction entre les deux. Sinon, vous pouvez lire mon bouquin, chapitre sur la motivation. Donc, je vais vous parler maintenant de scénarios, et je vous rassure, hein, j'ai 2 diapos là-dessus. Scénarios qui vont justement nous aider à aider les étudiants. Pour l'apprentissage, donc les 3 premiers trucs dont on a parlé avant les leviers motivationnels, qu'est-ce qui va aider les étudiants à prendre conscience de leur stratégie d'apprentissage? Entre autres, faire en sorte que la personne qui est dans le tram, qui dit à l'autre ouais, tu dis 20 fois à voix haute et puis ça va entrer, que sa stratégie n'est pas complètement efficace et qu'il y a d'autres stratégies. Parce que le problème, c'est un peu comme avec les enseignants. Puisqu'entre enseignants, on ne parle pas trop de pédagogie, souvent les étudiants ne parlent pas trop d'apprentissage entre eux. Parce qu'ils vont me trouver nul, ils savent qu'ils vont penser que je ne sais pas faire, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas en classe, justement, leur permettre de parler d'apprentissage et se faire en sorte de dire, ben voilà, ok, on vient de faire une demi-heure sur un truc, je vais vous poser quelques questions pour voir ce que vous avez compris, et là on pose des questions, mais après je leur dis, ok, quels seraient les exemples que vous pouvez me donner? Donc on va encore plus loin, et puis à un moment je leur dis, ok, maintenant on fait une pause. Imaginez qu'on prenne un peu d'altitude et qu'on regarde comment est-ce que vous en êtes arrivé à être capable de me donner ces exemples-là. Quel transfert vous avez fait en telle situation? Donc on les fait entrer dans ce qu'on appelle de la métacognition. Vous aurez appris un mot nouveau ce matin. Métacognition, ça veut dire quoi? Cognition, c'est les processus réflexifs. Méta, c'est les processus au sujet de ces processus réflexifs. Ça, c'est quand vous vous regardez dans une situation et vous dites c'est drôle comment j'ai appris telle chose. Hein. C'est vrai que là, j'ai fait des liens en 2 parties, puis d'autres fois, je ne fais pas du tout ça. Là, je fais de la métacognition. Donc, d'amener les étudiants à comprendre pourquoi ils font telle chose. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà donné ou qui sont impliqués dans les cours du métier d'étudiant? Vous n'en avez pas ici, visiblement. Les cours où on enseigne aux étudiants à prendre des notes, là. Des choses comme ça, méthodologie. Alors, un des gros problèmes avec ces cours-là, c'est qu'on leur enseigne la technique de la prise de notes. Voilà, quand on prend des notes, il faut identifier le titre, il faut souligner, il faut voilà, organiser, faire des items. Mais on ne travaille pas avec eux sur la métacognition de la prise de notes. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que je fais ça? À quel moment où je n'ai pas besoin de faire ça? Dans quel moment je vais prendre une prise de notes exhaustive? Quel moment moins exhaustive? Et en fait, la recherche là-dessus le montre bien. L'outil seul ne sert à rien. Il faut l'outil et la réflexion stratégique derrière l'outil. Donc c'est la même chose ici. Faire appel à des portfolios, des journaux de bord. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé un portfolio? Ah, j'attendais que quelqu'un pose la question. Alors le portfolio pour l'apprentissage, on va faire un parallèle avec le portfolio d'artiste. Imaginez que vous avez décidé de vous marier pour la 3e fois et que... Non, c'est pas vrai. Et que vous voulez faire appel à un photographe pour marquer l'événement. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez entendu parler de certains photographes et vous en rencontrez qui vous amènent leur portfolio d'artistes. Dans le portfolio, ils ont quoi? Ils ont des exemples de photos qu'ils ont prises et à chaque fois, ils vont vous expliquer le contexte. Alors là, ça c'était une noce, il y avait tellement de gens, c'était difficile de se placer, mais regardez, je suis arrivé quand même à faire telle chose, telle façon. Ça vous donne quoi? Ça vous donne une illustration de leurs compétences et comment ils sont arrivés à cette compétence-là. Donc le portfolio, c'est ça. Pour l'apprentissage, un portfolio, c'est
des allers-retours entre l'enseignant et l'étudiant avec un document où les gens doivent vous rendre quelque chose, vous leur donnez un rendu, ça peut être un rendu oral au groupe ou un rendu écrit individuel, et ils doivent réagir à ce rendu-là, dire bon, qu'est-ce que ça me dit en termes de ce que je dois améliorer, qu'est-ce que j'apprends. En faisant ça, on les amène à travailler sur leur technique d'apprentissage, leur méthode d'apprentissage. Est-ce que ça répond à la question ou c'est plus clair sur la notion de portfolio ou... On en reparle après. Je ne vais pas avoir de pause, hein, je crois. Le journal de bord comme le capitaine du navire qui à tous les jours note ce qui s'est passé et ce qu'il faut retenir parce que la prochaine fois que je vais repasser dans ce canal-là, il faudra que je fasse attention au récif qui est sur la gauche et ainsi de suite. En tant qu'apprenant, je note, ben voilà, cette semaine, qu'est-ce qui s'est bien passé dans mes cours ou pas, qu'est-ce que je retiens de ça, quelles leçons je tire et que je peux réutiliser plus tard. Donc c'est des outils qui permettent justement aux étudiants de prendre de l'altitude par rapport à leurs apprentissages. Et dans certaines cultures d'enseignement supérieur, entre autres au Royaume-Uni, les étudiants ont ce qu'on appelle là-bas un PDP, un Personal Development Plan, donc un plan personnel de développement. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un portfolio. Les gens documentent ce qu'ils apprennent dans les différents cours, prennent des notes là-dessus. C'est comme les portfolios qui sont en train de se mettre en place. Hein. Et à la fin de leurs études, sont capables de prendre ça et de le convertir en CV, si on veut. Vous vouliez parler de ça? Je travaille dans l'insertion professionnelle et effectivement, c'est un outil que l'université a acquis qui s'appelle le portefeuille d'expérience et de compétences. D'accord. Qui permet aux étudiants de traduire en quelque sorte effectivement les expériences de formation, mais aussi les expériences professionnelles en compétences. Oui. Et ça a été mis en place sur les niveaux licence à la rentrée. Et les étudiants travaillent là-dessus à quel moment? Alors, c'est à quel niveau? Non, c'est-à-dire dans un semestre particulièrement? Voilà. Et c'est là, à mon sens, qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Et en fait, dans les anglais, le PDP anglais, il est en parallèle des études. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semestre, il y a séance bilan du semestre pour ensuite passer au semestre suivant. Et là, on va un petit peu plus loin que l'insertion socio-professionnelle. C'est vraiment documenter ma formation, documenter le développement de mes compétences pour aller jusque-là. Ok, dernier élément, là, je n'ai même pas besoin d'en parler. On le fait depuis tout à l'heure, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est l'idée d'une pédagogie beaucoup plus interactive et on utilise l'anglicisme engagé, donc to engage, parce que c'est plus que faire participer les gens ou les animer. C'est en fait à la fois les faire participer, les animer et les faire réfléchir. Et faire en sorte que la personne elle soit en train de suivre en même temps que vous. D'accord ? Donc, 3 scénarios, 3 grandes idées par rapport à ça. Voilà, Karine montre mon bouquin à l'arrière. Alors, si jamais il y a des exemples dans le bouquin, j'en parle parce que j'ai renoncé à mes droits d'auteur, donc je ne fais aucun profit sur la vente du bouquin. Des actions pour soutenir la motivation, on en a parlé un tout petit peu, mais là je vais vous donner un exemple assez concret. Pour aider les étudiants à prendre conscience de leurs compétences et aider les étudiants à percevoir la valeur d'une tâche qui leur est proposée. Combien d'entre vous faites des examens blancs? Ça fonctionne toujours super bien, les étudiants le font, non? Ça dépend de quoi? Si c'est pas noté, ça fonctionne bien? Alors vous avez des bons étudiants, parce que généralement quand c'est pas noté, ils disent « Bon, pas besoin de le faire, quand même ça va, j'ai compris, je suis en classe et tout ». Donc là, j'ai un souci, c'est que j'ai des gens en situation d'incompétence inconsciente qui se disent « pas de problème, tout va bien ». Et moi, j'aurais vraiment besoin que les gens fassent l'examen blanc. Pourquoi? Pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'assurent pas du tout et qu'ils ont du travail à faire et ainsi de suite. Donc c'est là que je peux utiliser la motivation extrinsèque pour la transformer en motivation intrinsèque, toujours sur ce continuum-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais, entre autres, donner des points à l'examen blanc. Je vais leur dire... L'examen blanc, vous le faites, vous avez 2 points sur 20 de votre note finale. Vous ne le faites pas, vous avez 0. Vous le faites, vous avez des erreurs, vous avez quand même 2 points. Qu'est-ce que je cherche à faire ici? Je cherche à ce que les gens fassent l'examen blanc. Et une fois dans l'examen blanc, s'ils le font, ils risquent de prendre conscience que ça ne va pas. Donc ils vont prendre conscience de leur niveau de compétence. Et là, ils risquent de réviser davantage. Donc je vais me servir de la motivation extrinsèque pour faire entrer les gens dans un truc de motivation intrinsèque qui ensuite devrait, chez certains, fonctionner. C'est tous ces mécanismes dont on parlait tout à l'heure. Alors attention d'utiliser trop de points à ce moment-là, parce que si vous dites
Vous faites l'examen blanc, ça vaut 6 points. Là, vous venez de créer une distorsion dans votre système d'évaluation. Oui. Vous pouvez également changer le coefficient du style le sud de la moyenne et de l'examen. Dans quel sens? Tout simplement que si l'examen blanc est bon, on va compter pour la moitié, et s'il n'est pas bon, d'accord. on va oublier. Oui, d'accord. Donc on leur donne la possibilité de se rattraper. Voilà. C'est la même logique formative à ce moment-là pour les étudiants. Oui. Sinon, dans le même esprit, personnellement, je fais des contrôles continus. Moi, je fais des interrogations, je leur dis, je vais en faire 4 et je prendrai les 3 meilleurs si je vois une progression. Voilà. Et en fait, ça marche. Donc là, on a un élément motivationnel derrière parce que la personne peut se rattraper. Voilà. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que d'être conscient à quel moment vous utilisez le levier motivationnel. Et quand on parle du levier motivationnel, en fait, ce n'est pas votre levier à vous. C'est le levier de l'étudiant et c'est vous qui appuyez sur le levier. Donc il faut savoir quels sont les leviers des étudiants. Dans le fond, pourquoi vous avez choisi biologie comme cursus? Parce qu'il n'y avait plus de place en chimie. Le levier motivationnel va être un peu rude. Si la personne vous dit « mais j'ai toujours adoré les petits animaux, les petites bêtes, et puis travailler avec des trucs comme ça », tiens, on pourra revenir sur ces éléments-là à un moment ou à un autre. Donc, premier cours, les gens qui démarrent le premier cours avec déjà la première théorie ou autre, je dirais, prenez une petite demi-heure au moins pour connaître vos étudiants. Leur poser des questions. Ceux qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait telle chose? Est-ce qu'il y en a qui parmi vous a envie de faire ça? Et ainsi de suite. Là, vous arrivez à une meilleure compréhension du profil et ça vous dit quels sont les leviers qui vont peut-être fonctionner ou pas. Quand les étudiants viennent vous voir individuellement parce qu'ils ont des difficultés, prenez un moment de leur poser des questions sur leur motivation personnelle, leur plan professionnel et ainsi de suite pour essayer de voir comment vous arrivez à diagnostiquer les choses. On arrive à peu près à midi. J'aimerais juste vous dire que ce qu'on peut faire de façon générale pour mieux aider les étudiants, mieux soutenir les étudiants, éviter les généralisations non fondées, dont je vous ai parlé déjà, éviter les raccourcis pseudo-empiriques. Moi, quand j'étais étudiante, on me faisait ça et puis j'aimais bien, et donc les étudiants, je vais leur faire ça. Éviter de les comparer à un imaginaire plutôt éloigné, parce que là, ce que ça veut dire, c'est que quand vous parlez de vous, quand vous étiez à l'université, on a tendance à ne pas se souvenir des journées où on n'est pas allé en cours, on a tendance à ne pas se souvenir des fois où on n'a pas lu ce qui nous avait été demandé, parce qu'on aime bien embellir nos souvenirs, c'est normal. Gardez en tête qu'on est peut-être beaucoup plus exigeant avec les étudiants que l'on l'aurait peut-être été avec nous-mêmes à l'époque. Donc parfois il y a ce biais-là aussi. Et puis le plus possible de regarder des choses empiriques, des données empiriques. Il y a énormément d'enquêtes sur le devenir étudiant. Qu'est-ce qui est mis à disposition et qu'est-ce que j'ai comme info sur mes étudiants? Ou sinon, je leur pose des questions et là je pars de ce que j'ai comme information de leur part. Je vous ai mis quelques références, dont le bouquin dont on parlait à l'instant, qui est tout en haut. Il y a des choses en anglais parce que la littérature en français est moins développée dans ce domaine-là. Donc j'ai mis 2 pages comme ça. Tout ça, ce sera disponible, je pense, parce qu'il y aura un endroit où ce sera mis. Donc voilà, vous aurez ces éléments-là à disposition. Et puis on arrive au bout, pile midi. Merci d'être venus.